Davaï Team, bonjour, c'est Amaury, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mieux vaut fait que parfait. Aujourd'hui, épisode spécial étant donné que je suis avec un invité de choix que vous connaissez bien si vous suivez les vidéos YouTube, Maître Kratos, aussi appelé le Maître Chauve. Alors le deuxième Maître Chauve, du coup, le premier Maître Chauve, il est là, voilà. Moi je l'ai rejoint il n'y a pas longtemps, mais l'initiateur de la chauverie, c'est moi. Ici. Voilà, enchanté, bonjour à tous et merci Amaury surtout de m'inviter pour ce podcast. Avec plaisir. T'as déjà apparu de nombreuses fois sur les vidéos, ceux qui les suivent te connaissent déjà un petit peu. Apparemment, ouais. Mais aujourd'hui, ça va être l'occasion de rentrer un peu plus dans les détails, de parler un peu de ton parcours, qui je pense va en inspirer plus d'un. De quoi on parle aujourd'hui ? L'idée, c'est de parler de transfo physique. De toute façon, on avait connecté sur ce niveau-là. On a des parcours qui, sur certaines facettes, se ressemblent, sur d'autres sont hyper différents. Et du coup, je pense que ça peut être intéressant de garder ce fil rouge de la transfo physique en parlant un peu de qui on est, ce qu'on a été, par quoi on est passé. Sachant que, je pense que certaines personnes, en tout cas, pourront se reconnaître dans notre parcours à chacun, quoi. Carrément. Comme vous le savez, normalement, il y a 3 rubriques dans ce podcast. Aujourd'hui, podcast spécial, donc on fait sauter les 3 rubriques et on va se focus sur l'essentiel, sur l'invité ici présent. Je te propose, avant qu'on rentre plus dans les détails de ta transformation physique et de tout ce que ça t'a apporté sur tous les aspects de ta vie, parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire, certaines que je connais, certaines que je ne connais peut-être pas d'ailleurs. Je risque de me livrer. Là, je pense que je vais dire des trucs dans ce micro que même des amis proches n'ont pas entendu, tu vois. Donc, c'est un exercice qui est particulier pour moi. Ok. Mais déjà, ça me fait plaisir d'en parler. Ça va me faire du bien d'en parler, je pense. Et puis, encore une fois, si ça peut inspirer des gens qui pourraient avoir honte de ce qu'ils traversent, de voir que quelqu'un comme moi est passé par là, ça peut être cool. Ça peut inspirer les gens à changer, quoi. Carrément. Et je pense que dans le lot, si ça inspire déjà ne serait-ce qu'une personne, on n'aura pas fait ça pour rien. Donc, c'est sûr que, tu vois, si au moment du bilan, à la fin de ma vie, je me dis que ce que je vais dire là, dans l'heure qui vient, a pu sauver ne serait-ce qu'une personne d'une situation de merde, en fait, mon taf est fait, mon rôle sur cette terre est accompli, tu vois. Ok. Dans ce cas, il va être plus qu'accompli, je pense. J'espère, ce serait cool. Donc, nickel. Avant qu'on commence, si vous regardez ce podcast sur YouTube, je vous invite à liker, à poser d'éventuelles questions qui pourront servir dans les prochains épisodes. Si vous êtes sur les plateformes d'écoute Spotify, Deezer, Apple Podcast, et normalement on est pas mal, à mettre un petit 5 étoiles, ça ferait extrêmement plaisir. Et aussi à laisser vos remarques par la même occasion. Moi je les partagerai à Kratos. Je vais t'appeler Maître Kratos pendant la vidéo. Kratos. On a l'habitude entre nous. Voilà. Je m'appelle Arthur, mais on s'appelle par nos surnoms, donc Kratos, ça va. Tu sais qu'il y en a beaucoup, ils savent pas quel est mon nom de maître, parce que j'en ai un, mais je ne l'utilise du coup jamais parce que c'est moi qui vous parle. Est-ce qu'on le dit dans cet épisode-là ? Est-ce que c'est le reveal dans cet épisode ? Alors, j'ai une idée. Tu peux donner le premier nom de maître là en début de vidéo et on révélera le dernier un peu plus. Pour ceux qui resteront, vous aurez le second et on vous expliquera pourquoi. Le premier, c'était quoi ? C'était Maître Chauve, tout simplement, non ? C'était Maître Calvas. Maître Calvas, voilà, Maître Calvas. Ça avait un rapport avec la calvitie, c'était soit Chauve, soit Calvas. C'était Maître Calvas, évidemment. Voilà. Et le second, vous le saurez un peu plus tard, il est un peu plus rigolo. Surtout les raisons d'être. Dans la partie anecdote du podcast. Ça me paraît pas mal. Ouais. Commençons par le commencement. Comment on s'est rencontrés ? Tiens, comme ça, ils en sauront un peu plus. C'est ce qui est assez marrant. Je pense que ça va surprendre les gens. On a l'impression comme ça qu'on est... on est très proche avec Amaury, mais qu'on se connaît depuis longtemps. La vérité est qu'on se connaît pas depuis si longtemps que ça. C'était en mai 2020. Sortie du premier confinement. Les salles étaient fermées. Moi, je m'entraînais en salle, même si je faisais déjà de la muscu au poids de corps et un peu de street. Et comme les salles étaient fermées, moi, il fallait que je trouve un endroit pour faire mes tractions, mes dips, en fait. Et du coup, je suis allé sur le parc Chanteur que, si vous avez vu dans la vidéo d'Amaury qu'on a traité, et en fait, j'y vais avec mon coloc, j'ai vu un mec qui tapait des handstand press sur les barres de dips. Je me suis dit, oula, le mec est chaud. Mais en même temps, le mec souriait pas, parlait pas, tu vois. C'était toi, en l'occurrence. C'est vrai. Et en fait, de fil en aiguille, à force de s'entraîner côte à côte, au bout de, 3-4 jours, on commence juste à se dire bonjour.
de se dire bonjour, on commence à échanger vite fait sur le street. Moi, je me souviens que je te posais beaucoup de questions justement sur le handstand parce que je le bossais à cette époque-là, je n'avais pas du tout. Et ces discussions sportives se sont mis à avoir des discussions un peu plus deep, un peu plus construites et à se voir même en dehors du sport. Et puis c'est comme ça qu'on a commencé à connecter, quoi. C'est ça, ouais, parce qu'on se croisait, puis oui, on s'est mis à se dire bonjour au début. Ouais, petit à petit, ça s'est fait comme ça. Ouais. Moi, je me souviens, je venais avec un pote, Manu, si tu passes par là. On se disait, le mec là-bas, il a un physique de tanké. Lui, on se disait, lui, c'est sûr, il vient de la salle et il est là parce que les salles sont fermées, parce que c'est pas possible sinon. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'en effet, oui, je venais de la salle, mais je faisais que du poids du corps. Hein. J'avais apparemment une bête de physique juste au poids du corps. Et je me souviens que tu m'avais dit que je vous impressionnais un peu à l'époque, Manu et toi. Parce que apparemment, et ta communauté est d'accord avec ça aussi, donc ça, enfin, je m'en fous. Je suis aussi d'accord avec ça, je deal avec ça, mais je renvoie une image d'un mec qui fait peur, alors qu'au fond, si vous me connaissez, je suis un mec adorable, mais il faut me connaître. Mais oui, je sais que je renvoyais une image qui fait peur, et qu'une des premières choses que vous m'avez dit, c'était en mode, c'était un petit peu en mode. Bon, on savait pas que t'étais aussi cool en fait. Genre, pourtant je suis cool moi. Je sais pas. Mais c'est vrai qu'avec la grosse barbe, le mec giga tanké. Ouais, le physique imposant et la barbe, ça joue. Tout de suite, en plus t'as toujours un truc sur la tête, genre un bonnet, une casquette. Ça fait qu'on voit pas beaucoup les yeux. Giga barbe. Tu te dis, bon, lui, à tout moment, si je lui dis un truc qui lui va pas, je finis dans sa Clio en morceaux, il va me jeter dans le Rhône. C'est vrai, ouais, mais oui, je suis du genre à avoir des cousins tchétchènes, quoi, tu vois. C'est exactement ça. Non, et en plus, il y a un truc, il y a une espèce de tic qu'il faut que je travaille dessus, c'est que j'ai tendance très vite, quand je suis en position faciale neutre, à froncer les sourcils. Ah ouais. C'est un peu ma position de repos, et du coup, je sais que par défaut, je fronce les sourcils. Donc, en effet, si j'ai ma casquette, on voit pas beaucoup mes yeux qui sont froncés, en mode beubare et gros physique, je suppose que t'as pas envie de parler avec moi au début. Ouais, ça aide pas du tout. Mais après, une fois que j'ouvre la bouche, je suis adorable. Voilà. N'est-ce pas ? Ah bah ouais, je peux pas dire le contraire. Merci. Sinon, je vais avoir des problèmes. Mais en plus, c'est rigolo parce qu'il y a un épisode, le précédent, où je parlais justement de comment renvoyer, enfin de l'image qu'on renvoie et des conséquences que ça peut avoir. Et c'est vrai que toi, ça peut te jouer des tours en fait d'avoir cette image qui fait peur alors que tu n'es pas comme ça, qui peut être une barrière d'entrée pour certaines personnes. D'autant plus que, on en reviendra là-dessus, mais t'es du genre à assez être dans ton univers, dans ta bulle, à pas être forcément à aller vers les autres spontanément. Ouais, tout à fait. Du coup, entre le fait que tu fasses peur et le fait que, comme tu vas pas forcément aller faire le premier pas pour briser la glace, c'est vrai que ça peut être une réelle barrière. C'est marrant parce que ce physique a de gros avantages comme de gros inconvénients, comme tu disais. L'avantage numéro 1 que j'en ai tiré, mais on en parlera peut-être un peu plus si on revient un petit peu dans le passé, c'est que depuis que j'ai ce physique-là, je ne me suis plus jamais fait emmerder dans la rue, ni été victimisé de quoi que ce soit, alors que c'était pas vraiment le cas avant. Donc ça, c'est très cool. J'impressionne les gens, donc ça, c'est cool. Après, il y a aussi ce côté, comme tu disais, que j'impressionne un peu de façon pas négative, mais du moins, je renvoie un peu une image de mec qui fait peur, quoi. Comme je suis pas le mec le plus avenant du monde et que y a un peu cette couverture du livre, comme tu as traité dans ton podcast, qui renvoie un peu cette image des codes un petit peu, je sais pas, hyper pas viril, mais tu vois, très masculin affirmé, très un peu dans les codes du mec un peu vénère, quoi. Ouais, et ça, en effet, je pense que ça me colle une étiquette qui me suit un peu, que j'aime pas forcément, mais je deal avec, qui est ce mec a pas l'air cool, ce mec a l'air méchant, ce mec on n'a pas envie de lui parler. Donc que ce soit des relations à des fois amicales, professionnelles ou même avec les meufs des fois, réussir à briser cette idée un peu préconçue de l'image que je renvoie du mec vénère pas cool, c'est pas forcément évident, tu vois. Ouais, pour toi, c'est un vrai challenge en premier lieu. Ça rajoute une épreuve en plus dans le fait que moi, je vais pas forcément aller voir les gens, comme tu disais. Mais en plus, je sais que si j'y vais, il va falloir que je montre que l'image que je renvoie, elle est pas forcément celle de ce que je suis, tu vois. C'est ça. Que certes, je suis un mec musclé, barbu, mais je suis tout gentil au fond, et je suis intéressant, et je suis pas bête comme les gens musclés, l'image des gens musclés peut renvoyer, tu vois. Et donc, faut dealer avec ça. C'est pas forcément cool, mais tu fais avec, quoi. De toute façon, chaque choix, chaque truc, chaque élément a une conséquence
sur ta vie, quoi. Donc bon, faut juste dealer avec. Tu connais tes forces, tes faiblesses et t'avances comme ça. C'est ça. Ah, j'aime bien. Ouais. Avant qu'on rentre dans les détails de ton parcours, est-ce que en une phrase, tu dirais que ce changement de physique a changé ta vie, en quelque sorte? Ah ben, moi, j'irai encore plus loin. C'est que j'ai pas honte de le dire, mais ce changement physique a sauvé ma vie. C'est que il est survenu à un stade où on rentrera peut-être plus dans les détails ensuite, tu vois, juste après. Mais où c'était un moment où je sentais que j'étais sur une pente descendante vraiment pas cool, et que si j'avais pas ce déclic à ce moment-là de me dire là t'es une merde, faut changer, et ben je pense que j'aurais continué à sombrer et avoir une vie pas cool, si c'était même une vie pas cool, parce que tu vois, je pense que j'aurais pu être amené à vivre des situations où j'aurais été littéralement moi en danger, tu vois, mon intégrité en danger. Et donc en ça, moi, le sport, non seulement ça a changé ma vie, mais ça a sauvé ma vie, parce que la personne que je suis maintenant avec la personne que j'étais avant le sport, et ça, tous les gens qui m'ont connu l'avant, l'après le disent, il y a un côté genre vraiment transformation, quoi. Il y a eu une métamorphose de la personne que j'étais avant en la personne que je suis maintenant, et il y a beaucoup de points sur lesquels ça n'a rien à voir, voire c'est drastiquement opposé, quoi. Et donc bien au-delà du physique. Ah, mais beaucoup plus que le physique. En fait, j'ai utilisé cette base de progression physique pour développer tous les aspects qui me faisaient chier sur ma vie et vous disaient là t'es nul, change. Et en fait, le sport m'a permis d'initier ce changement-là, quoi. Créer l'inertie pour faire ce changement. C'était la porte d'entrée finalement. Tout à fait. C'est pour ça que, messieurs, parce que bon, il y a toujours essentiellement des messieurs qui m'écoutent, même si des fois il y a des mesdames, ça arrive. C'est vrai, et c'est bien. Et c'est très cool d'ailleurs. Vous n'êtes pas nombreuses, mais c'est cool que vous vous intéressiez à ce genre de contenu. Carrément. Moi, ça me fait plaisir de voir que on peut toucher aussi à une large audience, si elles prennent le temps d'écouter un peu ce que je raconte, en tout cas. Même si je peux comprendre que des fois la barrière à l'entrée soit un peu particulière, mais soit. Non, vraiment, gardez en tête que si vous avez envie de changer dans votre vie de façon générale, et que vous savez pas par où commencer, que vous vous sentez pas à votre place, que ce soit professionnellement, dans vos relations, dans votre corps, etc., changez physiquement, et on verra ce qu'il en pense à Maître Kratos avec son parcours à la fin. Je pense que c'est la porte la plus facile à ouvrir pour initier un changement qui va avoir des répercussions sur toute votre vie au global. C'est pour ça qu'avec le projet Renaissance qui est sorti hier, si vous avez suivi les vidéos YouTube sur mon autre chaîne, celle de sport, Amaury Vermersch, j'accompagne un abonné dans sa transformation physique, justement pour l'aider à créer cette inertie qui va lui permettre de step up sur tous les aspects de sa vie. Et si vous voulez participer à l'aventure, c'est dans le premier lien de la description. Vous pouvez participer en vous inscrivant jusqu'au 4 février. Passé ce délai, les inscriptions seront fermées. Donc voilà, si vous voulez saisir cette opportunité de vous transformer physiquement pour qu'on travaille ensemble sur votre physique, sur vos performances et bien sûr sur toutes vos habitudes de vie et tout le reste afin que vous vous transformiez au sens large du terme dans votre vie en 4 mois ensemble, c'est le moment. Voilà. Et petite parenthèse dans la parenthèse, moi je ne peux que vous encourager à le faire. Déjà parce que je vois Amaury travailler tous les jours sur ce projet et je peux vous dire que la qualité sera au rendez-vous. Et au-delà de la qualité du produit en tant que tel, c'est tout le message qu'on va passer dans ce podcast-là, à mon avis, c'est que ce genre de transformation-là peut littéralement faire shifter votre vie vers quelque chose de meilleur, vers quelque chose de productif, vers quelque chose qui vous rend fondamentalement heureux. Moi, en tout cas, ça a été le cas. Je pense que toi, ça a été le cas aussi. Enfin, en tout cas, des échanges qu'on a eus, c'est la conclusion que j'en ai tirée. Oui. Et en fait, c'est une réelle opportunité de se faire accompagner sans se prendre des claques, comme moi, en tout cas, j'ai pu en prendre. Si ça peut vous éviter de toucher le fond, faites-le, clairement. Tant qu'à faire. Autant gagner du temps, quoi. C'est ça. Eh bien, commençons par le commencement. Si tu peux nous en dire un peu plus sur ton enfance, qui es-tu, d'où viens-tu, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu deviennes l'homme que tu es aujourd'hui finalement? D'accord. Alors, je vais essayer de pas trop m'étaler, que ce soit digeste quand même. Enfance très classique. Moi, j'étais le stéréotype de ce qu'on appelait à mon époque, parce que j'ai 28 ans. Je sais que je fais plus, mais je suis quand même un peu vieux.
Ce qu'on appelait à l'époque un intello, donc le petit mec premier de la classe, c'était moi, voilà. J'étais le bon élève, l'élève modèle, l'élève encensé par tous les profs, mais le bon élève réservé et timide à la mort, toujours. J'ai toujours été un mec très timide, très réservé. J'avais des amis parce que voilà, j'étais pas associable non plus, mais... Bah, tu vois, j'ai l'impression que c'est souvent inversement proportionnel à ton niveau à l'école. En général, ceux qui se font le plus remarquer sont les moins bons élèves et les meilleurs sont aussi les plus discrets, les plus timides parce qu'ils se font aussi du coup un peu charrier et victimiser par les moins bons. Globalement, et c'est un peu l'idée que j'en ai eu aussi, je sais pas à quoi c'est lié, mais c'est quand même la tendance que j'ai remarqué aussi dans le sens où les bons élèves en général sont des gens discrets qui font pas de vagues. Est-ce que c'est une faculté que tu développes parce que justement tu fais pas de vagues ? Je sais pas. Mais par contre, là où c'est intéressant... Ce serait un vrai sujet. Là où c'est intéressant, et là ça peut être un vrai sujet, c'est que petit à petit, je vais en parler tout de suite après, donc primaire, ok, bon élève, timide, mais t'es un enfant, donc ça va, c'est ok, tu vois. Arrivé au collège, j'avais toujours cette étiquette du bon élève timide, réservé, tu vois. Donc là-dessus, pas de changement, sauf qu'au collège, il se passe un truc de ouf qui est la puberté et l'adolescence. Et à ce moment-là, il y a un petit PNJ qui pop dans ta tête qui s'appelle le regard des autres. Et l'objectif de ce PNJ, c'est de te pourrir la vie tous les jours. Te dire, si tu fais ça, les gens vont penser ça. Si tu fais ça, on va penser ça. Si tu fais ça, tu renvoies telle image. Et ça te fout une pression, enfin en tout cas, ça m'a foutu une pression telle que... c'était très compliqué pour moi, surtout qu'à l'époque, en général, quand t'es en puberté, t'es quand même globalement dégueulasse. La peau grasse, les boutons, tout ce que tu veux. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes d'acné, j'ai pris des traitements pour ne plus en avoir. Donc je renvoyais une image d'un mec, le stéréotype de l'intello, mais en plus dégueulasse en pleine puberté, tu vois. Ça n'aide pas. Quasiment tout mon collège, j'étais très petit. J'étais plus petit que tous les autres. Je suis resté bloqué à 1m40 jusqu'à la 3e. Tu fais quelle taille actuellement ? Je fais 1m82 et en fait ce qui s'est passé c'est que l'été entre la 4e et la 3e j'ai pris quasiment 30 cm. Ok, d'accord. Donc puberté très tardive, 30 cm en 3 mois, ce qui fait qu'après je dépassais tout le monde en 3e. En fait quasiment tout mon collège j'étais le plus petit, l'intello, je me faisais un peu bully en plus à l'époque parce que en fait quand t'arrives au collège, autant être un petit intello, un petit premier de la classe quand t'es enfant c'est ok parce que c'est des chamailleries d'enfants. Autant, quand tu arrives au collège, il y a un peu l'ego qui arrive aussi, donc les petits caïds qui commencent à arriver, donc les petites chamailleries, les petites moqueries, et puis surtout que j'avais bien la tête de l'emploi, parce que j'étais quand même j'avais vraiment la tête d'une victime, tu vois, pour le coup. Je me suis fait racketter quelques fois, enfin tu vois, vraiment le côté... Puis intello, mais toujours le mec gentil, la définition même du gentil qui fait pas de vagues, qui veut déranger personne, qui en fait c'est laissez-moi tranquille, tu vois. Mais disons que c'est le gentil plus par dépit que par volonté. Ah mais le gentil parce qu'en fait on me renvoyait l'image d'un mec qui était un peu pas comme les autres, parce que j'étais meilleur que les autres dans la classe. Surtout qu'au collège c'est mal vu, je sais pas pourquoi. Quand t'es bon, t'es l'extraterrestre, c'est pas bien. Oui. Alors que c'est cool d'être un cancre, tu vois. Voilà, il y avait ce côté, je renvoyais une image un peu ovni, donc en fait je me sentais différent. En plus j'étais bouffé par ce putain de PNJ qui est le regard des autres qui me disait encore plus t'es différent, regarde les autres ils sont pas comme ça, regarde t'es différent, toi t'es comme ça, et infernal. Donc ce qui fait que j'avais quelques amis proches dont Luc, mon meilleur ami à ce jour toujours, mais j'étais pas, tu vois, j'étais vraiment dans un schéma petit cercle d'amis parce que timide. Et j'avançais tranquillement avec tous les inconvénients que ça pouvait avoir, le fait d'être un premier de la classe timide, quoi. Et arrivé au lycée, en fait, t'arrives encore au stade supérieur de l'emmerde, c'est que en plus du PNJ qui est le regard des autres, t'as le PNJ qui commence à être faut intéresser les meufs. Et ça, mon pote, pendant 10 ans, ça fait pas si longtemps que ça que je suis à l'aise avec ça, mais ça a été un des gros problèmes de ma vie. L'image que je renvoyais aux meufs et intéresser les meufs de façon générale, tu vois. Je créais, je vivais dans un syndrome de l'imposteur permanent au lycée en mode pourquoi les gens s'intéressent à moi, qu'est-ce que j'ai pour que les gens s'intéressent à moi, je plais pas, je suis moche, je suis nul, et du coup j'étais un mec un peu triste, tu vois. Ce
Ce qui était assez paradoxal parce que je me sentais très triste à l'intérieur, mais je renvoyais à l'extérieur. Je mettais un petit peu un déguisement du mec avec qui ça allait bien, tu vois. Et justement, je commençais un peu à galérer avec les cours. Donc je me suis dit, tant qu'à galérer avec les cours, je ne veux plus avoir cette image d'un télo-là, je veux avoir l'image du rigolo de la classe, tu vois. Donc, t'as switché. Arrivé au lycée, je suis devenu le mec qui faisait rire les gens. Pas avec des très bonnes notes. J'avais un petit groupe de musique, on était un petit peu, tu vois, les petites stars du lycée, tu vois. Les gens nous connaissaient, il y avait ce côté un peu populaire, tu vois. Okay. Malgré moi, je renvoyais cette image de mec populaire, mais à l'intérieur, j'étais toujours le mec timide, pas à l'aise avec les gens, pas à l'aise avec les filles, pas à l'aise avec l'image que je renvoyais. Et c'est assez paradoxal, mais j'ai vécu un bon paquet d'années dans ma vie avec cette image de mec hyper cool, hyper social, alors qu'en fait, je me sentais comme une grosse merde à l'intérieur, tu vois. Ok, il y avait une vraie dissonance à ce niveau-là. Ouais. En fait, t'étais resté le Arthur du collège, pas sûr, mais t'avais su mettre un enrobage devant pour que... Je me suis dit, je mets un déguisement et ça passe mieux. Tu vois. C'est plus agréable au quotidien. Ok. Mais après, j'allais dire, toute cette période, finalement, collège-lycée, c'est hyper cohérent avec la puberté. Et ce regard des autres, bon, on verra comment tu le gères aujourd'hui par la suite, mais je voudrais dire un petit mot à ceux qui se sentent concernés par ça, s'il y en a qui ont 16 ans, etc., ou même plus et qui sont encore perturbés par ça. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose qu'on se soucie de ça. Ah, mais c'est une très bonne chose. C'est juste qu'on n'a pas conscience à cet âge-là, voire même certains n'ont jamais conscience par la suite, que il faut juste apprendre à le gérer. Il ne faut pas apprendre à totalement l'ignorer. C'est très important le regard des autres. C'est un vrai moteur. Surtout quand on est un homme, je pense, le regard des femmes est un vrai moteur. Ah, complètement. Et on pourra développer le point. Parce que je pense qu'on n'aurait pas le regard des femmes. On n'accomplirait pas autant de choses en fait en tant qu'homme. L'homme est globalement drivé par le fait d'intéresser les femmes. Hein. Faut pas se mentir non plus. Et si vous êtes un peu honnête avec vous-même, vous arriverez à la même conclusion, c'est sûr. C'est ça. Disons que réussir à être reconnu du regard des hommes, c'est une chose. Oui. Mais réussir à capter l'attention et l'admiration des femmes, c'est probablement un des plus beaux aboutissements que tu peux avoir en tant qu'homme à une certaine étape de ta vie en tout cas. Ouais, carrément. Non, donc, mais il faut pas le négliger. Faut pas le négliger. Et comme tu disais, en fait, tu vis avec ce regard des autres. Le souci que j'avais, moi, et c'est là où il faut réussir à comprendre, et plus tôt vous le comprenez, mieux c'est de pas se faire victimiser par ce regard des autres. C'est ça. Moi, j'étais complètement dans la victimisation de ce regard des autres. Je le subissais constamment, sans pour autant mettre en œuvre quelque chose qui pourrait dire j'aime pas ce regard que m'envoient les autres, pour autant je fais rien pour changer. Et c'est là où c'est un problème. Parce que on renvoie tous une image. Il faut arrêter de dire je ne juge pas, je ne juge pas. Moi-même, j'étais le premier à dire je juge personne parce que ça m'arrangeait bien en tant que mec gentil qui voulait pas faire de vagues, de dire je ne juge personne. Mais la réalité, c'est que tout le monde juge tout le monde à l'image qu'on renvoie, aux actions qu'on fait. Et c'est normal. En fait, on est construit comme ça. Il faut juste arriver, comme tu dis, à dealer avec et à construire du coup cette image que tu renvoies qui est cohérente avec qui t'es. C'est ça. Voilà. Du coup, phase lycée, popularité. Lycée, j'étais ça. Donc là, j'ai commencé à mettre mon premier déguisement qui était du coup le mec drôle. Et un second déguisement qui m'était dit, en fait, pour me rendre intéressant vis-à-vis des meufs, il faut que je renvoie une image qui est cool aussi. C'est là où je me suis mis à m'intéresser à la sape. Tu sais que j'ai un amour particulier avec les sapes. Je pense que ça se voit. Là, je lui disais quand il est arrivé tout à l'heure au Bastion, t'es particulièrement classe aujourd'hui. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais moi, j'aime beaucoup quand il est habillé de cette façon-là. C'est très élégant. Ouais, j'aime bien, et surtout que je varie plein de choses. J'aime bien passer par plein de phases vestimentairement. La base quand même, c'est que globalement, j'ai 95% du temps quelque chose sur la tête. Ça, c'est depuis le lycée. J'ai commencé à mettre des casquettes au lycée. J'ai très souvent des baskets parce que j'aime trop ça et j'en ai plein. J'ai plus de 30 paires. Mais je construis mon style et j'aime bien tester des trucs. Des fois, ça floppe. Je me suis mis il n'y a pas longtemps à porter des bijoux. Enfin, tu vois, ça se construit. Mais la sape, ça arrivait très tôt comme étant un élément de me dire, ok, je vais me rendre intéressant vis-à-vis des meufs. Tout en n'étant pas à l'aise avec l'image que je renvoyais. Et, c'est paradoxal, ça. C'est ça qui est ouf. Et en plus, avec ce syndrome de l'imposteur de... j'ai pas trop envie de me faire remarquer. Enfin, moi, je me sentais déjà tellement pas bien, entre guillemets, dans ma vie, que d'avoir une vie normale où on me remarque pas, d'être suffisamment normal pour pas qu'on me remarque,
dans ma tête, tu vois, c'était déjà gagné, c'était ouf, quoi. Ouais, en fait, au plus t'étais transparent, le mieux c'était. Ah, mais ça a été un objectif de ma vie jusqu'à mes 22-23 ans. Mon objectif de vie, c'était être transparent, être comme tout le monde. Si tu me mets au milieu d'une foule, je ne ressors pas. Je suis comme tout le monde, j'ai la même vie que tout le monde, j'ai ma petite famille comme tout le monde, j'ai mon petit taf tranquille comme tout le monde, et je mène une vie comme tout le monde de bout en bout. Et ça, pour moi, c'était déjà une victoire, parce que je me sentais pas bien avec l'image que j'étais. Et du coup, je me disais, si déjà j'arrive à suffisamment confiance en moi pour avoir une vie normale, c'est ouf, en fait. Bref, parenthèse fermée. Mais je commence à m'intéresser à la SAP au lycée. Bon, il y a eu des essais un peu catastrophiques, hein. N'en déplaise à mes t-shirts Guess en strass que je mettais quand j'étais en seconde, voilà. Les t-shirts Guess à paillettes, voilà. Oh, ça c'est si dégueulasse. Ouais, bah on teste. Un style, ça se construit, donc faut faire des tests, tu vois. C'est vrai. Et voilà. Et étape ultime de ce mal-être que j'ai vécu, c'est l'arrivée dans les études supérieures. Parce que t'as ce côté très puberté, adolescence, où tu commences à avoir un peu une idée de ce que va être la vie. Au lycée, elle s'affirme bien, et en études supérieures, tu as carrément la construction sociale, entre guillemets, de l'adulte qui est en place, que tout le monde est adulte dans les études supérieures. Donc tu peux déjà identifier ceux qui sont populaires avec les meufs, ceux qui sont pas populaires avec les meufs, ceux qui sont geeks, ceux qui sont intelligents, ceux qui vont faire des grandes études, ceux qui veulent pas faire d'études, ceux qui machin. Et en fait, dans toute cette construction-là, il faut réussir à trouver, entre guillemets, ta place. Chose que j'ai mis extrêmement longtemps à trouver, tu vois. Donc, moi, encore une fois, mon but, c'était de dealer avec mon manque de confiance en moi, mon syndrome de l'imposteur, tout en renvoyant l'image d'un mec cool. Ce qui est assez paradoxal. Oui. En plus, au-delà de ça, j'ai été bouffé par les jeux vidéo pendant très longtemps. Mais ça, bon, c'est pas forcément... C'est là où on se rejoint, mais je pense que tu expliqueras mieux que moi ce que c'est un geek, vu comment toi, tu as été bouffé par les jeux vidéo. Oh, j'ai juste plus de 10 000 heures sur Dofus. Voilà. Moi, j'étais type jeu solo. J'ai joué à Dofus aussi tout mon collège. Lycée, j'étais plus League of Legends, mais voilà. En plus, il y avait les jeux vidéo. Arrivant dans les études supérieures, j'ai réussi un peu à me détacher du jeu vidéo. Attends, juste que j'arrive à situer. Lycée, toi, t'as fait quoi comme étude? C'était bac général scientifique, bac S. Bac S. Et après, je suis parti du coup en DUT, moi, à Annecy. Ok. En DUT mesure physique, où en fait l'idée c'est de reprendre moi en fait l'objectif c'était de rentrer en école d'ingénieur. Ok. Parce que je trouvais ça cool, mais je savais pas ce que je voulais faire, grosso modo. Ok. À choisir, vaut mieux faire des études d'ingénieur qu'un truc useless. C'est ça. Quand tu sais pas quoi faire. Vaut mieux se laisser des grandes portes ouvertes que les petites. Le truc c'est que j'étais suffisamment en difficulté en lycée pour me dire si je vais à la prépa, je vais me faire éclater la gueule, je ne sortirai jamais des classes prépa. Ok. Donc la prépa c'est pas le bon truc. Donc j'avais trouvé ce DUT mesure physique qui en fait reprenait le programme des prépas générales. Et l'idée c'était d'avoir une approche beaucoup plus pratique que la prépa qui est très théorique. La prépa tu bachotes, tu fais des exercices, tu machin. Là t'apprenais par la pratique, donc il y avait beaucoup de TP, beaucoup de manipulation, les mêmes concepts que la prépa. Donc l'idée c'était de performer là-dedans pour réussir à réintégrer une école d'ingé par la suite sans passer par la case prépa. Ok. Et donc pendant ces études de DUT, là, j'ai été gangréné encore plus par l'image du mec cool qu'il fallait que je renvoie. Et du coup, qui disait image de mec cool à renvoyer disait mec qui fait beaucoup de soirées. Et là a commencé un petit peu l'arc narratif des soirées. L'arc narratif des soirées étudiantes chez moi. Alors c'était un peu désastreux, mais pour faire simple, mes 2 ans de DUT, j'avais des partiels tous les mercredis matins. Du coup, je révisais le dimanche soir, lundi soir, mardi soir pour mes partiels du mercredi matin. Et mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, dimanche soir, j'étais en soirée. Donc, je passais plus de soirs à boire de l'alcool que de soirs à ne pas boire d'alcool à ce moment-là. Et t'as une capacité à en boire beaucoup. Alors à cette époque-là, j'étais pas. On m'appelait Vomito parce que je tense. Mais Vomito en 2 mots, Vomito. Ouais. Parce que j'étais du genre à péter à 22h30 et à plus réapparaître, tu vois. Mais du coup, ça s'est construit. C'est comme un muscle, malheureusement. Et tu peux muscler ta capacité à encaisser l'alcool.
Et aujourd'hui, je suis un peu un tonneau. Ouais. Je peux boire des capacités, des quantités d'alcool assez ouf, ouais. Ouais, mais je l'ai constaté. C'est un peu honteux, c'est un peu nul comme super pouvoir, tu vois. T'as un passif insensibilité à l'alcool. Un passif de soirée monstrueux. Et donc, j'étais en soirée constamment pour continuer à jouer l'image du mec cool, alors que j'étais pas du tout en confiance avec moi-même. Pour autant, tu kiffais les soirées en tant que tel. Ah, je kiffais les soirées. Alors, en fait, le truc, c'est que le seul moment où j'arrivais à m'échapper de cette image de mec qui se sent pas bien, c'était quand j'étais bourré, tu vois. Parce que quand j'étais alcoolisé, j'arrivais à vivre à travers l'image du mec cool que je renvoyais. Okay. Donc j'étais un mec cool, tu vois. Et mais toujours énormément de complexes avec les filles. J'ai fréquenté quelques meufs, mais ça a toujours été très très dur. Très dur à un point où et là on commence à rentrer dans les anecdotes un peu honteuses dont j'ai pas parlé à beaucoup de monde, mais sur toute cette période de DUT, je traînais sur des chaînes YouTube et des forums du type Art de séduire ou séduction.com où je me butais à des conseils entre guillemets de merde, que je trouvais des conseils de merde, tu vois, mais de comment renvoyer une bonne image auprès des meufs, comment se rendre intéressant auprès des meufs, comment se rendre charismatique auprès des meufs, comment susciter de l'intérêt auprès des meufs. Tout ça parce que j'étais tellement pas à l'aise avec qui j'étais et l'image que je renvoyais que je me disais je ne peux pas plaire aux meufs dans cet état-là. Il faut que je travaille là-dessus. Je me butais là-dessus. Sauf que en fait, je ne faisais que consommer des vidéos. Je suis jamais vraiment passé à la pratique de ce qu'ils faisaient. Mais à tel point que je me disais tellement que je n'étais pas capable de pratiquer qu'il y a un moment donné où je me suis dit je pense que la solution c'est juste de pas avoir de meufs et dealer peut-être, me faire l'idée que je passerais peut-être ma vie tout seul, tu vois. Mm-hmm. Bah, moi je trouve ça pas honteux, je trouve même que c'est une bonne démarche parce que en fait on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Bien sûr qu'on recherche à attirer le regard des femmes quand on est un homme, et forcément dans cette période-là on voit beaucoup de choses autour de nous, ceux qui découvrent leur première copine, ceux qui sont hyper populaires et qui n'ont rien à faire. Toi en plus t'avais déjà un certain regard des gens qui se posaient sur toi, tu l'as dit, au travers de ton groupe de musique au lycée, puis ensuite le mec cool des soirées, donc forcément t'es amené à côtoyer plein de meufs et il y en a qui te plaisent, donc t'as envie de les séduire, c'est logique. Et donc se dire tiens, il y a des mecs qui arrivent à pécho des meufs, il y en a ils y arrivent pas. Tout à fait. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a ils y arrivent, qu'est-ce qui fait qu'il y en a ils y arrivent pas? Je vais essayer de me renseigner finalement. C'est logique. Oui, mais je m'étais renseigné. Le problème, c'est que je mettais pas en application les infos que j'avais chopées. Et de deux, en fait, je me sentais tellement confiant quand j'avais bu que le schéma qui arrivait 100% des cas, c'est que je buvais trop. Et en fait, je devenais juste le vieux soulard de service qui n'intéressait plus personne, du coup. Le mec bourré chiant, tu vois, avec qui t'as pas envie de parler. Oui. Et les meufs n'ont pas envie de s'intéresser à un mec comme ça, tu vois. Non. À moins que celle soit elle aussi une cagette et que du coup, elle soit morte comme toi, tu vois. Entre cajots, des fois, ça fonctionne. Voilà. Et du coup, en fait, le schéma, c'est que je vivais dans ce manque de confiance permanent en soi. J'essayais de me prendre des infos sur comment se rendre intéressant. Et j'y arrivais pas. Du coup, la seule façon que j'avais trouvé de me rendre entre guillemets intéressant aux yeux des autres, c'était de boire parce que je renvoyais l'image d'un mec cool. Donc je buvais, et jusqu'à finir complètement éclaté. Et en fait, casser absolument tous les efforts entre guillemets que je voulais de renvoyer l'image du mec cool. J'étais un mec cool en début de soirée, j'étais juste un mec trop lourd en fin de soirée, tu vois. Ouais, je comprends. 4 fois par semaine. C'est beaucoup. Donc c'est beaucoup. Sachant qu'en plus pendant cette période-là, je fumais, j'étais fumeur. J'ai jamais fumé de façon ultra excessive. Quand j'étais fumeur, paradoxalement, je fumais genre un paquet me faisait 3 jours. Donc c'est pas beaucoup, mais c'est déjà quand même pas mal. Ça représente 6-7 cigarettes par jour. Mm-hmm. Mais ce qui est assez marrant dans cette cigarette-là, c'est que très vite je me suis dit, je veux pas être dépendant de la cigarette. Donc je décide de plus être fumeur. Maintenant, je ne fumerai plus tous les jours, je ne fumerai qu'en soirée. Le problème, si tu as suivi, c'est que j'étais en soirée 4 fois par semaine. C'est ça. Et en plus, réflexe de vieux fumeur, je me retrouvais à fumer plus pendant les soirées de côté pour rattraper les cigarettes que j'avais pas fumées pendant la journée. Ouais. Donc en fait, on se retrouvait dans des situations où j'étais en soirée 4 fois par semaine à fumer entre 1 à 2 paquets par soirée. Ouais, mais en plus, quand tu veux sociabiliser avec des gens que tu connais pas, la pause clope, c'est facile. C'est hyper pratique. Mecs, donc en fait, c'est vicieux. Quand j'étais en mode j'ai pas confiance en moi mais je suis un peu alcoolisé, du coup c'est l'occasion, c'est pile le degré d'alcool que j'ai pour avoir un peu confiance en moi, faut que je sociabilise, et le premier réflexe c'était de dire à quelqu'un qui avait l'air d'être un fumeur, viens je te paye une clope, on parle, tu vois. Et donc on est dehors, et en fait ce qui faisait que la plupart des soirées en fait je les passais dehors à fumer. Je fumais, je rentrais pour me servir un verre, je ressortais, je fumais une clope. Parce que fumer 30 clopes
à base de, on va dire, 5-10 minutes l'instant clope. 30 clopes, ça représente 300 minutes, tu vois. Donc ça représente déjà 5 heures de ta soirée. Hein. Donc t'as vite fait de passer ta soirée en fait juste à fumer. Oui, tu fais un 11h, 4h du mat, c'est vite fait. Et tu ne fais que fumer. Et c'était ça. Moi, je fumais à cette époque pas que des cigarettes. Je fumais un peu de joint, même si ça n'a jamais été mon grand kiff. Mais donc je fumais, je buvais beaucoup d'alcool. Et de façon assez paradoxale, plus je renvoyais une image de mec cool aux autres, plus ça venait renforcer ce sentiment de non-confiance en moi, quand j'étais sobre, en fait. Il y avait ce côté en mode, plus j'allais tirer dans un côté de confiance, dans genre je suis hyper confiant que j'ai alcoolisé, plus le retour était dur, en mode je me sentais encore plus une merde quand j'étais pas alcoolisé, tu vois. Ouais, tu te désalignais encore plus. Tout à fait. Et au niveau des meufs, sur cette période, enfin, si c'est pas indiscret, toi, t'as eu la première fois que t'as genre embrassé une meuf. La première fois que j'ai embrassé une meuf, c'était en 3e. En 3e, ok. Ça a été ma première copine et une relation qui a été assez longue. On est restés ensemble quasiment 2 ans. Alors que c'était en 3e. Alors c'était en 3e, dans une période où j'avais pas confiance en moi. Donc j'allais dire, mine de rien, t'as quand même eu ta première copine très tôt. Très tôt. Après, ce qui en a suivi, c'est que à la fin de cette rupture-là, il y a eu c'est même pas des amourettes, tu vois, des phases où je parlais un peu avec des meufs pendant genre une semaine. Mais globalement, j'ai pas eu de copine pendant 3 ans après cette copine-là. Donc en fait, de tout mon lycée, je n'ai pas eu une seule copine ensuite, tu vois. Pas de copine et genre même pas de relation tout court? J'entends coucher avec des meufs. Hein. Ah non, zéro. Je suis passé, autre stade honteux, je suis passé par plusieurs phases de désert énormes. Sur une quinzaine d'années de sexualité active, j'ai fait 1 fois 3 ans et 2 fois 2 ans sans rien du tout. Ok. Donc ce qui est quand même pas mal. Ça représente la moitié de ma durée de sexualité active. Donc c'est quand même pas mal, tu vois. Mine de rien, je pose la question parce qu'en général, ça va avec quand t'es un mec qui se sent pas bien, qui a pas confiance, qui est complètement désaligné sur l'image qu'il renvoie et qui il est vraiment. In fine, c'était totalement cohérent. Impact, c'était totalement cohérent. J'étais pas à l'aise avec moi. Du coup, j'étais pas à l'aise avec l'image que je renvoyais et du coup les autres. Donc je fréquentais personne, notamment les meufs, tu vois. Et donc, c'est dans cette période d'études supérieures, c'est là qu'est né mon meilleur pote, a.k.a. ma barbe. Parce que, en fait, ma barbe, ce qui est assez marrant, c'est que au début, je l'ai vraiment vue comme étant je ne m'aime pas physiquement. Je me trouve moche. Donc, je vais trouver un moyen de me cacher mon visage. Et ça a littéralement été ça. Je me suis fait au début pousser la barbe pour ne plus qu'on voit mon visage. Chose assez paradoxale parce que ma barbe au début était là pour me cacher parce que je m'aimais pas. Et très vite, comme elle est devenue relativement longue, du coup hors norme, et ça a été un élément distinctif et les gens me reconnaissaient à travers ma barbe, tu vois. C'est vrai. Et du coup, j'étais un petit peu niqué par le truc en me disant, en fait, je me suis fait pousser la barbe pour qu'on remarque encore moins le fait que je m'aime pas et que je suis moche. Sauf que du coup, maintenant, on me remarque encore plus. Donc, au final, je l'ai gardée. Aujourd'hui, elle fait partie de moi. C'est vraiment mon identité et je la garde pas juste. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus OK avec l'image que je renvoie et c'est pas pour me cacher que je l'ai. C'est vraiment parce que ça fait partie de moi. Là où à l'époque, vraiment, c'était un outil, encore une fois, un espèce de masque pour me dire, là, au moins, on me voit pas trop, tu vois. Simplement, il a pas eu l'effet escompté. Ça a pas marché, ça a flopé. Mais à la base, c'était ça, tu vois. Surtout que je regardais pas mal de séries type Vikings et Game of Thrones. Je trouvais les mecs stylés barbus. Je me disais, ils sont cool, on verra pas trop ma gueule. Pourquoi pas? Ça peut le faire, tu vois. Donc là, voilà, j'ai passé un peu les études supérieures comme ça. Je suis arrivé en école d'ingénieur ensuite. Et là, pour le coup, l'IUT, c'est 2 ans. L'IUT, c'est 2 ans, ouais. Ok. Et là, pour le coup, là, j'avais 20 ans. Et c'est là où ça a vraiment été le début un peu de la pente descendante dont je parlais un peu au début. J'étais quand même, tu vois, sur fond de... j'étais pas OK avec moi-même, hein, tu vois. Ouais, t'étais pas OK, mais t'arrivais à te débrouiller avec les soirées, les machins, allez. En fait, je vivais... je me disais, vivement la prochaine soirée, comme ça, j'aurais l'air cool au moins, tu vois, pendant les soirées. Ce qui est un peu triste, mais bon, voilà. Et l'école d'ingé a un peu exacerbé ça, parce qu'il y avait des soirées littéralement tout le temps. En plus, j'ai eu la bonne idée de faire partie du bureau des étudiants. Donc, en plus, moi, j'étais organisateur de soirée. Donc, j'étais encore plus en soirée. Les gens me connaissaient encore plus. Et donc, j'étais encore plus de ce grand écart de tout le monde me connaît.
parce que en fait je suis le mec du BDE, donc tout le monde voit qui je suis. J'avais un pull rouge, tous les gens du BDE avaient un pull rouge, donc moi je me baladais toujours avec mon pull rouge, donc tout le monde me spottait, tu vois. Ton fameux pull rouge avec écrit barbe noire du Barbe coup. noire, tout à fait, grâce à la barbe, tu vois. Tu le connais ce pull. Oui. Et, Ça se pourrait que je l'ai vu en soirée. je l'ai mis quelques fois en soirée à l'époque où je rentrais encore dedans, c'est plus le cas aujourd'hui. Disons que j'ai un petit peu pris du volume depuis, quoi. Mais donc c'était hyper paradoxal. Il y avait ce côté, j'étais dans le B2, tout le monde me voyait, tout le monde me connaissait. J'étais même du coup, comme j'étais organisateur de soirée, tout le monde venait me voir pour me poser des questions, pour savoir comment allaient se passer les prochaines soirées étudiantes. Comme j'étais dans le bureau des étudiants, organisateur de soirée, je faisais énormément d'autres soirées organisées par d'autres BDE. En fait, il y a un moment où je connaissais un étudiant sur 3 de la DOA me connaissait. Un bar sur 3, les barman me connaissaient. Enfin, tu vois, c'était assez ouf. Et en même temps, encore une fois, je tirais encore plus sur l'élastique de l'autre côté, où j'aimais pas du tout qui j'étais, vraiment. Manque de confiance en soi, profil de l'imposteur et tout. Et ma parade, c'était d'être le mec pote avec tout le monde, gentil avec tout le monde, en mode hyper altruiste, hyper machin. Au moins, tu vois, c'était un petit peu le pansement que j'avais trouvé, en mode, je suis pas bien avec moi, mais au moins je suis gentil. Du coup, quand je suis pas alcoolisé, on me laisse tranquille parce que je suis gentil. Les gens me trouvent cool parce que je suis gentil. Et je pourrais vraiment montrer que je suis cool quand je suis en soirée, tu vois. C'est une strat. Donc ça déjà, une strat très mauvaise, qui s'est avérée très mauvaise parce qu'en fait, cette strat, du fait d'être constamment en soirée étudiante, m'a fait redoubler mon année. Et là, ça a été première claque que je me suis pris dans la gueule. C'était la première fois que je subissais un échec, un vrai échec. Scolaire. Tu vois, j'arrivais à avoir des plombs en notes, mais toujours à rattraper, à faire en sorte de passer. Premier échec tu redoubles, tu ne passeras pas ton année. Surtout que c'était même assez violent parce que je me souviens moi d'être en rendez-vous avec mon père dans le bureau de la responsable d'année qui tenait un discours du style Arthur, ça va pas du tout. Il va vraiment falloir qu'il se mette à bosser pour qu'il reste dans l'école. Il va peut-être même falloir songer à une réorientation parce qu'on n'est même pas sûr de pouvoir le garder vu le niveau qu'il a, quoi. Ok. Donc très violent ça. Je suis ressorti de cet entretien en disant ok, là je viens de me bouffer un giga mur. Et c'était seulement le premier de mon parcours. Mais premier giga mur qui m'a foutu énormément dans le bad. Surtout que j'avais déjà validé mon premier semestre. Moi c'est le deuxième semestre qui était désastreux. Tout le semestre où j'étais BDE finalement. Mais tout le premier semestre où je l'étais pas, je l'avais validé avec des notes excellentes. Mais du coup, je n'avais pas de cours. Sauf que j'ai toujours été quelqu'un qui procrastinait à fond, bouffé par la flemme. Et moi, ma devise, c'était pourquoi remettre à demain ce que tu peux faire après-demain, tu vois. Donc, donc vraiment, je voulais rien faire. Ce qui fait que j'avais dit à mes parents que je me trouverais un job étudiant. Je ne l'ai jamais fait. Et en fait, j'ai passé juste 6 mois sans avoir cours, où la seule interaction que j'avais avec des gens, c'était le midi, j'allais bouffer avec mes potes qui, eux, étaient passés en deuxième année, quoi. Donc je les voyais le temps de la bouffe. Et puis le matin, je dormais jusqu'à 11h30, je me douchais, j'allais bouffer avec eux. Et à 13h30, je retournais dans mon appart. Soit je geekais, soit je me mettais dans une série, soit juste je dormais, tu vois, en gros état de lock. Et les journées se répétaient comme ça pendant 6 mois. Ouais, les journées d'épave. Ah ouais, pas très intéressantes. Surtout que, cumulé à ça, quasiment en même temps que mon redoublement, il y a eu une histoire avec une meuf. Aujourd'hui, je peux la remercier parce qu'en fait, c'est un peu elle qui a déclenché tout le processus de transformation derrière. Mais à l'époque, c'était dur parce qu'en fait... je vais pas rentrer dans le détail. Je sais même pas si elle tombera là-dessus, je pense pas, mais par respect pour elle et tout, je vais pas forcément rentrer dans le détail. Mais cette fille s'est pas mal amusée avec moi sur divers points pour diverses raisons. Et en fait, moi, ça m'a vraiment rendu malheureux, vraiment malheureux, tu vois. J'étais quelqu'un de très émotionnel à l'époque qui ressentait tout à 100%. Malheureux à un point où je suis entré en dépression. Enfin, j'ai jamais été diagnostiqué en tant que dépressif. J'ai jamais voulu voir un professionnel de santé qui mettait le mot dépression sur mon cas. Mais c'était clairement de la dépression, avec du recul. À part mes potes... Disons qu'on comprend l'idée, quoi. Après, est-ce que c'était factuellement au sens médical? On s'en bat les couilles, quoi. À part mes potes, je voulais voir personne. J'avais développé une espèce d'agoraphobie où je voulais voir personne. Même pendant la période où j'avais repris les cours,
pendant les pauses, où là où les gens sortent, soit ils vont prendre un café, retrouver leurs potes, fumer, que tu veux. Moi, je restais dans les salles pour voir personne. Le midi, je rentrais bouffer chez moi, donc je ne voyais plus que mes potes en soirée. Et c'était un petit peu les seuls contacts que j'avais. Il y avait un petit peu les contacts que j'avais avec mes potes qui avaient redoublé aussi, parce j'étais pas tout seul à redoubler. Mais une espèce de phobie sociale un peu chelou où je ne voulais voir personne. Premier élément. Deuxième élément, je faisais énormément d'insomnie. Je cogitais constamment sur justement cette situation avec cette fille où ça me mettait vraiment dans le mal, à un point où des fois je me retrouvais à 4-5 heures du matin à me dire mon réveil sonne dans 1h30, j'ai toujours pas dormi, c'est la merde, tant qu'à faire, je vais pas dormir, ça sert à rien. Donc tu vois, nuit blanche et tout. Et en fait est arrivé ce qui est arrivé, à savoir que comme j'étais très souvent en soirée, je buvais de l'alcool et pour le coup j'arrivais à dormir. Et on est arrivé à la conclusion hyper intelligente que j'ai eue de me dire, okay. Vu que quand je suis bourré, j'arrive à dormir et que quand je suis pas en soirée, j'arrive pas à dormir, je vais boire. Je vais boire de l'alcool pour pouvoir bien dormir. Ok. Et donc du coup, grosso modo, ce qu'il faut se dire, c'est que 3-4 soirs dans la semaine, j'étais en soirée et les autres soirs, je buvais entre 1,5 litre et 2 litres de bière, tout seul, des fois sans manger, juste pour me mettre dans un état qui me permettait de m'endormir et de taper 4-5 heures de sommeil sans être bouffé par la réflexion. Ouais, c'est vénère. Hein. Ah, c'est sombre. Ouais. Donc, tu m'en avais déjà un peu parlé, donc je découvre pas tout non plus, mais ouais, c'est chaud. Non, c'est la merde. C'est vraiment la merde. Donc, il y a eu bien 6 mois où c'était dépression, alcoolisme en tant qu'étudiant, tu vois. En plus, c'est là où c'est chaud. C'est que j'avais 21 ans et j'étais dépressif alcoolique. 21 ans, en études, tu vois. Et tu continuais de fumer encore à cette période ? Je fumais qu'en soirée, sauf que comme j'étais en soirée 4 fois par semaine, je fumais 150 clopes par semaine, en fait, tu vois. Ouais, même sur cet arc dépressif, t'avais gardé ce rythme de soirée en parallèle. Ok, ouais. Carrément. Et je parlais beaucoup, notamment avec Jonas, que tu connais. Ouais. Mais tu pourras lui demander, dans cette période-là, j'étais d'une tristesse absolue, j'étais tout le temps triste, tout le temps mélancolique. Je pleurais des fois de façon hyper spontanée, l'état un peu merdique, tu vois. Et je me sentais m'enfoncer vraiment dans une pente où j'allais de plus en plus mal, où j'avais besoin de boire plus en plus pour pouvoir dormir. Je tanquais de plus en plus les soirées, donc j'avais besoin aussi de boire de plus en plus pour les soirées, pour finir bourré. Je sais pas combien de milliers d'euros j'ai dépensé dans l'alcool, mais je pense que ça se compte en milliers. Facile. Pour avoir fait 2-3 soirées avec toi, je t'ai vu sortir la CV. Sachant qu'on se connaissait pas à l'époque où il parle, mais après je l'ai vu sur d'autres soirées. Ça envoie, quoi. Je bois toujours beaucoup, disons que je bois moins régulièrement, heureusement, quoi. Parce qu'avant c'était quasiment 7-7, quoi. Jusqu'au jour, et ce déclic il a été un peu soudain, je saurais pas trop l'expliquer comment. Mais un matin, je me suis réveillé, gueule de bois, alors que j'avais pas fait de soirée la veille, mais parce que j'avais bu. Et en fait, un matin, je me suis réveillé et je me suis dit, là, Arthur, t'es en train de devenir une grosse merde. À 21 ans, tu commences à être dépendant à la clope, à l'alcool. Je prenais même des anti-stress pour m'aider à dormir. Donc, tu vois, je me dis, là, en fait, à 21 ans, tu viens de signer pour que tout le reste de ta vie, si elle arrive à être longue, parce que tu sais pas dans quel schéma tu peux t'inscrire dans une vie longue quand tu as ce genre de... Oui, parce que là, j'allais dire, c'est possible qu'elle soit très courte. Hein. Bah ouais. Donc, soit elle est très courte, soit si elle est longue, en fait, tu vas passer probablement les 40 à 60 prochaines années de ta vie à cloper, à boire tous les jours, à prendre des médicaments tous les jours, à avoir des professionnels de santé, à avoir une vie de merde, en fait. Et est-ce que là, aujourd'hui, maintenant, à 21 ans, t'es prêt à signer et dire « Ok, je suis d'accord avec ce mode de vie pour les 40 à 60 prochaines années. » Et là, je me suis dit « Non, c'est pas possible. Impossible, je ne serai pas comme ça. » Donc, j'ai énormément réduit la cigarette en soirée, à partir de ce moment-là. Je n'achetais plus de cigarettes, j'en grattais toujours mais à certains potes fumeurs. Mais j'avais une consommation de cigarettes qui était beaucoup plus contrôlée par rapport à mes 20-30 cigarettes par soirée avant. Je ne buvais plus les soirs où je n'étais pas en soirée. Je en faisais toujours beaucoup, mais au moins les soirs où je n'étais pas en soirée. T'avais plus besoin de t'alcooliser pour dormir, quoi. Tout à fait. Et je me suis inscrit à la salle de sport. C'était quel âge du coup à ce moment-là ? J'avais 21, 22, 21. Ok. 21 ans. Ouais. Sauf que pour le coup, c'était une petite salle de sport à l'INSA
qui coûtait rien, mais qui est pas très bien équipé. Tu faisais un peu. Et puis surtout, j'étais pas très régulier, quoi. Ok. Il y avait des semaines où je arrivais à me motiver et aller 3 fois par semaine. Puis pouvait se suivre 2-3 semaines où je faisais rien, quoi. Mais j'avais quand même cette volonté de dire, tu étais une merde, tu ne veux plus être cette merde, on fait quand même quelque chose pour changer. Tu vois. Donc c'est là où je dis que cette meuf a été l'élément déclencheur, c'est qu'elle m'a mis dans un état de dépression énorme. Alors je pense que c'est un cumul, mais en tout cas elle a été l'élément déclencheur, tu vois. Mais au moins c'est là où je me suis dit, vas-y maintenant, je ne veux pas être comme ça, mets en place un process pour pouvoir changer. Donc je me suis inscrit à la salle de sport, j'étais pas très très régulier, mais ça va. Et surtout, chose hyper qui a vraiment signé le début et la phase de transformation, c'est que pendant mes études dans l'école d'ingénieur, tu peux choisir de faire une interruption d'1 année dans tes études pour partir à l'étranger. Chance que j'ai saisie et je sais pas par quel miracle j'ai eu les couilles de pouvoir le faire. Et je me suis dit, je veux partir à l'étranger, mais je veux partir loin. Et donc, je suis parti 6 mois à Berlin, ce qui n'est pas si loin. J'allais dire, c'est pas si loin. Mais ça a déjà été une étape en fait, de sortir de l'environnement pourri, malsain dans lequel j'étais dans mon petit appart étudiant à Lyon, de dire, en fait, quelque part, je laisse ça derrière moi, je vais ailleurs. Déjà, ça me fera un peu plus d'espace mental pour pouvoir penser à autre chose. Changer d'environnement pour commencer à changer de vie, c'est probablement un des meilleurs moves que tu puisses faire. Ça a été un giga bon move. Et surtout, quand je te disais partir loin, c'est qu'il y a eu 6 mois à Berlin, certes, mais surtout, je suis parti vivre 6 mois ensuite au Japon. Là, c'est loin. Et là, pour le coup, c'était très loin. Et les 6 mois à Berlin étaient très cool. C'est là où j'ai commencé à être régulier sur la salle. 4 séances par semaine. Alors, je faisais de la merde. J'ai commencé à prendre des gainers et à bouffer 18 500 calories par jour. Donc, j'avais pas de résultat à part devenir un gros sac, physiquement, je veux dire. Mais t'étais dans la démarche. J'étais dans une démarche de dire, je me construis un physique. J'ai toujours voulu, moi, quand j'étais gosse, être musclé. Parce que manque de confiance en soi voulait dire en fait je veux renvoyer une image cool. Les mecs musclés pour moi c'était des gens cool, donc je voulais être musclé, mais j'ai jamais rien fait pour, tu vois. Raccourci très simple, mais pas totalement faux non plus quand on y repense. Mais donc du coup là à Berlin, donc c'était fin d'année 2018, je me mets à être sérieux dans la muscu et avec cette volonté de pouvoir changer, en tout cas d'apparence physique, pour gagner un petit peu en confiance en soi. Pendant cette période-là, je me suis mis à lire pas mal de bouquins, des podcasts, ce genre de trucs, beaucoup de philo. Et donc, tu vois, ça commençait déjà à me faire du bien. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, que j'ai complètement décidé d'arrêter de fumer à Berlin, pendant une soirée, petite anecdote, où je fumais une cigarette à un pote que j'avais... je lui demande une cigarette, il me la file. Je l'allume, je tire une taf, je fais en fait j'en veux pas, je l'ai éteinte, j'ai rallumé, je lui dis écoute merci mais je vais pas la fumer, je te la rends et il manque une taf, désolé mais je vais pas la fumer. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais acheté un seul paquet de cigarettes. Donc tout comme ta volonté d'arrêter de boire de l'alcool pour t'endormir, etc., où t'as un peu shifté d'un coup, là pareil sur la clope, c'est en plein milieu de l'action en mode d'un coup. En fait je sais pas, il y a eu une espèce d'élan où je me suis dit, en fait, avec du recul, je me suis dit un peu ça, en mode, j'ai été poussé par une espèce de force, je sais pas trop quoi, qui m'a dit, là, profites-en. Et je fais, bah vas-y, je suis poussé, j'y vais, j'arrête, hop, fini, j'arrête, j'y touche plus. Mais ce qui est trop bizarre, c'est que t'arrives pas tu visualises pas un élément déclencheur. C'est genre, rien. C'est vraiment d'un coup en mode, c'est un ok, shift vas-y, mental j'arrête. en mode, là, c'est ta chance, mais c'est maintenant, vas-y, fais-le. Ou je sais pas pourquoi, mais. Je sais pas pourquoi, il faut le faire. Et du coup, je l'ai fait. Donc, j'ai arrêté de fumer officiellement depuis fin d'année 2018. Et début 2019, je pars au Japon pour vivre ce qui a été les plus beaux 6 mois de ma vie. Parce que, en fait, vu la pente descendante que j'avais avant, j'ai vécu une pente montante qui était si forte au Japon que c'était insane. Parce que déjà, je réalisais un rêve de gosse. Le Japon, ça m'a fait triper. Surtout quand tu kiffes les mangas, les jeux vidéo, tout ça. J'étais biberonné par ça tout le temps. Donc le Japon, insane. Le pays en tant que tel est insane. La mentalité des gens, elle est absolument fabuleuse. Un pays qui est beaucoup de spiritualité présente au quotidien. Ça m'a fait énormément de bien. Et surtout, moi, je suis arrivé dans un environnement où absolument personne ne me connaissait. Personne. J'avais aucun contact, entre guillemets, avec des gens extérieurs. Parce que là où Berlin, il y avait énormément de gens qui avaient bougé à Berlin. Donc même si on n'était pas sur les mêmes stages, on arrivait à se croiser. Et pas ce côté, j'étais 100% distant de ce que j'avais avant. Là, le Japon, j'étais tout seul. Ouais, en fait, c'était un peu le moment
tu t'es reset. Ah mais là t'as pu dire, ok les j'ai gars, vraiment fait un reset. on reconstruit tout. J'ai vraiment fait le processus de déconstruction-reconstruction. Ça a vraiment été, dans ma tête, je me suis mis à écouter énormément de Lo-Fi et à marcher à ce moment-là, 10 000 pas. Mais je les faisais tous les jours en écoutant ma Lo-Fi. Et c'était des discussions que j'avais avec moi-même en disant, ok, on désassemble tout. Quels sont les morceaux que t'aimes pas? Tu les vires. Et quels sont les morceaux que t'aimerais mettre à la place, tu vois. Et du coup, reconstruction à partir de là. Donc, je me suis mis vraiment à être ultra rigoureux dans le sport, à lire beaucoup de bouquins, à lire notamment beaucoup de philo, à devenir très spirituel dans l'approche, parce que le Japon permettait ça aussi, tu vois. Cette spiritualité ambiante m'a fait énormément de bien et m'a créé un peu cette spiritualité, cette philosophie-là. Et en fait, je pouvais être littéralement qui je voulais là-bas, puisque je ne traînais aucun passé. Donc, je suis devenu qui je voulais être. Donc, un mec qui était plus flemmard, j'ai viré la flemme. Je me suis mis à bosser. Un mec qui avait plus de problème d'alcool. Je me limitais à une sortie par semaine avec mes colocs au Japon. Et un mec qui était investi et surtout qui commençait à être intéressant et à vouloir renvoyer une image de quelqu'un d'intéressant. Donc qui s'intéresse à beaucoup de choses, qui a confiance en lui. Et se créer une confiance en soi, c'est passé par 2 étapes. Quand j'ai vraiment compris la définition de confiance en soi. Quand tu fais confiance à quelqu'un, tous les deux on se fait confiance parce qu'on a une espèce d'accord tacite en disant quand je m'engage auprès de toi, tu me fais confiance parce que tu sais que je vais pas faire de la merde. Quand tu t'engages auprès de moi, je te fais confiance parce que je sais que tu vas pas faire de la merde. Et en fait, moi je me suis dit à me dire confiance en soi, essaye de visualiser le soi, donc moi comme littéralement une autre personne qui est moi-même. Si tu fais confiance à cette personne-là, ça veut dire que la personne que tu as en face de toi, elle tient les engagements qu'elle t'avait promis. Si elle ne les tient pas, c'est tu peux pas lui faire confiance. Et en fait, quand je me suis mis à réfléchir de cette façon, je me suis dit, mais en fait, il suffit juste que je tienne les choses que je m'étais dit que je tiendrais. Et si je fais ça, je crée une relation de confiance avec la personne qui est moi, donc confiance en soi. Et en fait, tu viens créer un petit muscle de la confiance en soi. À chaque fois que tu coches une petite case en disant « j'ai dit à moi-même que j'allais faire un truc, je l'ai fait », petite case cochée, petit muscle de la confiance en soi pumpé. Et en fait, c'est une putain de boucle qui... mais vraiment, si tu peux prendre l'approche hyper sportive, hypertrophie, c'est un petit muscle que tu viens muscler littéralement, la confiance en soi. Ouais, c'est ça. Donc moi, ça a été le premier shift un peu mental de ça. Et le deuxième shift mental, ça a été... Moi, j'ai été élevé toujours dans une façon de voir la vie qui était un peu aime les autres comme toi-même, se partage, bienveillance, tout ça. Ce qui en soi est très positif. Le problème, c'est que moi, le aime les autres comme toi-même, je l'avais interprété de la façon que je voulais, à savoir que la moitié en mode aime les autres. Donc j'étais le mec hyper gentil avec les autres, à m'oublier moi constamment en mode moi, si tu voulais que je sois heureux, il fallait que mon entourage le soit et j'étais quelqu'un d'heureux, tu vois. Ouais, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Et en fait, quand tu comprends que aimer les autres comme soi-même, ça veut dire commencer par s'aimer soi pour pouvoir utiliser le même amour que tu diriges vers toi, vers les autres, et ben commence par t'aimer toi. Et une fois que tu t'aimes toi, aime les autres comme toi. Et là, tu vois, et j'ai vraiment fait putain, en fait, depuis le début, je prends cette définition dans le mauvais sens. Je m'aime pas. Donc ce que je renvoie en plus c'est du vent, ça n'a aucun sens, ça n'a pas de valeur concrète. Donc kiffe-toi et après tu peux distiller ce kiff vers les autres. Et là j'ai commencé du coup à travailler sur le fait de qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour m'aimer. Confiance en soi, estime de soi, un peu d'ego, un physique cool, une aisance à parler, une aisance à se mettre dans des situations inconfortables et en fait là tu viens créer de l'amour pour toi en fait parce que tu te rends compte que tu crées de l'admiration pour la personne que t'es. C'est ça. En fait, faut apprendre à t'aimer. Ouais. Faut apprendre à t'admirer. Et c'est pas dur. C'est pas dur. C'est égocentrique. C'est pas dur dans la définition, mais c'est hyper compliqué à mettre en place. Je trouve. On a tendance à être trop dur avec soi. Et tout le monde sait comment il faut faire pour s'aimer soi, mais personne le fait. En fait, je pense, ouais, je sais pas. Là, on pourrait partir sur un. Mais on peut. Moi, petit en off, j'ai dit à Maury, il va falloir me canaliser parce que je peux parler beaucoup. Donc. Non, mais là, c'est bien parce que là, on a tout le storytelling et j'ai pas envie de te péter dans ton storytelling, mais c'est vrai qu'on pourrait se dire. Enfin, petit point, je dirais que les gens, en fait, ne savent pas. Je pense que c'est pas vrai. Je pense que les gens ne savent
pas s'aimer eux et ne savent pas non plus comment s'aimer eux parce que ils manquent d'attente envers eux-mêmes. Alors ça, c'est plutôt. Or, si tu veux vraiment aimer quelqu'un, ça sous-entend que tu as aussi des attentes envers cette personne. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as appris à t'aimer toi, mais parce que tu as appris à avoir des exigences aussi envers toi-même. Et du coup, ensuite, cet amour que tu as pour toi, es capable de le distiller aux autres. Mais ça veut pas dire que tu te mets à aimer tout le monde et n'importe qui et que tout le monde est apte à recevoir ton amour. Parce qu'en fait, cette exigence que tu as eue envers toi qui a permis de te créer ton amour propre, ça devient aussi une exigence que tu as envers les autres personnes que tu côtoies derrière. Et du coup, ça sous-entend que nécessairement, il y a plein de gens, tu ne pourras pas les aimer ou ils vont pas se sentir aimés par toi parce que tu attends des choses d'eux. Et s'ils sont pas capables de les mettre sur la table, ces choses-là, en fait, ça marchera pas. Et donc, il faut aussi accepter que tu peux pas aimer tout le monde du coup, que tout le monde ne pourra pas t'aimer en retour parce que vous n'êtes pas connectés sur les mêmes attentes. Bien sûr. Et que vous allez créer une séparation saine. Mais de toute façon, toute relation est un échange. Même une relation avec soi-même. C'est s'échanger des ressources à soi-même. C'est ça. En fait, c'est l'amour. Enfin, on aime souvent dire oui, l'amour inconditionnel. Bon, ça, c'est surtout les meufs qui croient à ça, mais. Petite balle perdue comme ça. Ouais, au passage, c'est ça le contrat. Regardez les Walt. C'était trop calme, il fallait que tu tires à un moment donné. C'est ça le contrat. Regardez les Walt Disney, quoi. Mais en gros, c'est simple. T'as un amour conditionnel envers toi-même où t'as des exigences, des attentes. Et réciproquement envers les autres. C'est littéralement un contrat de confiance, en fait. C'est ça. C'est que tu t'aimes parce que tu sais que tu peux te faire confiance. Et tout ça pour en venir où que toute cette construction-là, mentale, spirituelle, dans les idées, dans tout ça, elle est partie du sport. Parce qu'en fait, le sport, pour moi, et c'est pour ça que je recommanderais à tout le monde de faire du sport. Déjà, je parlais, hier j'étais en famille, je parlais avec le copain de ma cousine qui est en études de psy et qui m'a dit, et moi je suis convaincu, que si tous les gens faisaient 3 heures de sport par semaine, il n'y aurait plus de taf. Parce qu'en fait, ne serait-ce que hormonalement, tu sécrètes tellement de bienfaits pour ton corps qu'un psy n'a plus qu'à traiter des cas graves de psychiatrie en fait. La petite psychiatrie, la petite dépression, tu peux la supprimer constamment, enfin tu peux immédiatement avec le sport, juste par l'effet des hormones sécrétées pendant le sport. En fait, les gens ne s'en rendent pas compte, mais en fait, juste notre profil hormonal va tellement conditionner le reste de notre vie qu'en fait, faut juste mettre en place des actions qui t'équilibrent hormonalement sur les bons points. En fait, ça fait que derrière, tu vas être 1000 fois mieux. Mais c'est surtout qu'on est une machine complexe de chimie, mais on n'en reste pas moins une machine de chimie et de chimie interne. Il y a beaucoup de chimie interne qui se passe dans notre corps et nos actions, nos réactions, enfin nos actions en tout cas, ne sont que la conséquence de réactions chimiques, hormonales qui se passent dans notre corps. Donc au plus tu optimises ces réactions chimiques, au plus ton comportement est aligné avec ces actions chimiques et du coup te fait du bien. C'est ça. Et pour moi, le sport, déjà, ne serait-ce qu'hormonalement, c'est une dinguerie. Ça peut soigner énormément de pathologies. Que ce soit mental ou même physique. Et c'est surtout que pour moi, et pour tout le monde, et tout le monde sera d'accord, c'est la démonstration la plus simple que sortir de sa zone de confort et travailler amène des résultats. Tu peux mettre n'importe qui, je mets au défi n'importe quel mec là qui écoute ce podcast de se dire que pour les 30 prochains jours, il fait 100 pompes par jour, et je le mets au défi de venir me voir, de me regarder dans les yeux, de me dire je n'ai pas changé physiquement, ou d'un point de vue de l'endurance, ou d'un point de vue de la force, ou d'un point de vue de la confiance en soi, ou d'un point de vue des habitudes que tu as mis en place. C'est impossible. Parce que le sport te fait sortir de ta zone de confort, te fait travailler, te fait galérer, mais le retour que tu as, c'est un gain en discipline et un gain en confiance en soi. Parce que tu as tenu cet engagement de discipline et en plus tu t'améliores. Et le progrès fait du bien aux gens. En fait, il ne faut pas se voiler la face. Évoluer, progresser, fait du bien aux gens. Si aujourd'hui on est aussi bien qu'on est aujourd'hui, c'est parce qu'on a le sentiment de progresser. Pas tous les jours, tu ne peux pas progresser tous les jours, mais si tu fais la moyenne de toutes tes semaines, de tous les mois passés, on progresse. Et en fait, c'est la stagnation qui tue les gens. Et donc, le sport, moi qui n'étais pas du tout sportif, je détestais le sport à la base. Je me suis mis au sport à 22 ans, tu vois. Donc, ce qui est tard. Oui. Et moi, ça a été game changer parce que je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable, comme mec qui aimait pas le sport, de faire du sport. Comme mec qui était flemmard, de me discipliner suffisamment pour aller faire des séances.
et de développer un physique et des compétences qui en fait peuvent se retranscrire absolument de partout. Et du coup, le mec flemmard que j'étais s'est mis à kiffer taffer, donc kiffer faire du sport, mais à kiffer m'investir dans mon taf, dans mon stage, dans l'occurrence au Japon. Je me suis mis à kiffer ce que je faisais, et du coup à m'investir beaucoup plus. Et maintenant, à chaque fois que j'ai un espèce de petit défi où je sais que je vais galérer un peu, mais où je m'investis dedans, je kiffe parce que en fait, tu progresses. Mmh. Et c'est un truc de fou. Et moi, me mettre au sport m'a littéralement fait shifter et m'a permis d'éviter de continuer à descendre cette putain de pente que j'étais en train de descendre à l'âge de 21 ans, tu vois. Donc faites du sport, en fait. Le sport, c'est ouf. Le sport, ça apporte tellement de choses. On pourrait en parler, je pourrais en parler plein, enfin je pourrais en parler pendant des heures, tu vois, mais si aujourd'hui moi qui le rêve de ma vie avant c'était d'être transparent, aujourd'hui je veux plus être transparent parce que je fais le sport m'a apporté suffisamment de confiance en moi en disant bah flemme, j'ai envie d'être quelqu'un en fait, et aujourd'hui je travaille pour être quelqu'un. Avant le sport, je voulais juste avoir une vie tranquille, rangée, pas de problème. Maintenant tu vois, il y a eu la création de Arbo Keto qui est né au Japon d'ailleurs. Tiens, si tu peux développer ce qu'est Arbo Keto. Bah, Arbo Keto, c'est un compte Instagram à la base que vous pouvez suivre si vous voulez. Vous allez le faire. Vous allez le faire, tout à fait. Sinon, je vous pète les genoux. Rappelez-vous que j'ai un physique de Tchétchène. Très dommage de pas m'en servir. Non, à la base, c'était juste un petit compte de passion photo parce qu'en fait, quand je suis parti au Japon, je me suis dit c'est le village de ma life, ce pays, j'en rêve depuis des dizaines d'années. J'ai envie d'avoir un bel appareil photo et de me faire kiffer à faire des belles photos. Je me suis mis à faire des photos là-bas, qui étaient absolument affreuses, mais ça a été la base de ma passion pour la photo. Alors, absolument affreuse. Ah non, ils la verront peut-être pas, elle est pas dans le cadre. Non, ils la verront pas. Alors, celle-là était cool, mais il y a énormément de flops. Hein. Bah, c'est normal. Sur 6 mois de photos au Japon, je sais pas combien j'en ai, hein, mais j'en ai tiré une trentaine qui étaient bien, tu vois. Donc, bon, énormément de flops. Mais en fait, de cette passion pour la photo, est né Arbo Keto, à savoir aujourd'hui mon activité de photo vidéo où depuis le mois de mai je suis en auto-entreprise et les gens me font suffisamment confiance pour me payer des prestations pour que je leur fasse des photos et des vidéos maintenant, tu vois. Oui, parce que pour le contexte, du coup, avec ces études, toi t'es devenu donc développeur, je suis développeur dans l'informatique, moi. Donc la photo, la vidéo, c'est pas du tout mon métier à la base. Pourtant, t'as lancé un side business là-dessus. J'ai un side et qui business commence à bien marcher. Et qui prend tellement d'ampleur que j'en suis à me poser la question de savoir quel équilibre il va falloir que je trouve entre mon taf actuel et cette activité qui est Arbo Keto, qui commence vraiment à prendre de l'ampleur et qui a un potentiel énorme, en fait. Donc finalement, ce voyage au Japon, c'est vraiment un twist avec ta progression physique. Tu t'es lancé pour le plaisir à essayer la photo. T'as entièrement, en fait, détruit qui tu étais pour reconstruire, partir sur des bases beaucoup plus saines. Complètement. Et ensuite, ce retour du Japon, c'était il y a combien de temps ? C'était 2019. Donc finalement, en 4 à 5 années, t'as complètement switché de vie. Ah bah ouais. En fait, sur quelques petites décisions qui peuvent paraître assez anodines, se dire, je me mets au sport et je teste la photo. T'as des petites décisions sur 5 années, en fait. Ah mais c'est insane. Ça t'a transformé littéralement. Si tu fais une big picture résumée grosso modo, c'est que avant le Japon, j'étais un étudiant alcoolique dépressif qui s'aimait pas et qui foutait rien de ses journées, qui était bouffé par la flemme. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui fait une quinzaine d'heures de sport par semaine, qui toute activité cumulée doit travailler entre 70 et 80 heures, que ce soit dans le dev ou dans la photo, qui a plein de projets, qui a plein d'envies, qui a plein d'ambitions, j'en avais aucune avant, et qui a un bête de physique, mine de rien quand même. Quand je pars de très loin, hein. J'ai fait 20 kilos de plus maintenant que ce que je faisais avant de faire du sport. Maintenant, tu es devenu la fameuse divinité Kratos, d'où ton surnom de maître Kratos. Alors, il manque quelques kilos, le vrai Kratos, il est plus autour de la centaine de kilos, mais bon... après, il fait 20 cm de plus aussi. J'ai flemme d'arriver à 100 kilos, tu vois, je suis déjà bien... Non, puis moi qui aime la sape, si je commence à avoir un physique où je peux pas rentrer dans les sapes que j'aime, ça sert à rien, flemme. Je peux comprendre. Donc là, je pense que j'ai atteint ma limite supérieure, je n'irai pas beaucoup plus haut, tu vois. Mais non, tout ça pour dire que, en fait, si tu fais des résumés, la personne d'avant et la personne de maintenant n'a strictement rien à voir. Rien à voir. Et il y a des gens qui m'ont vu revenir du Japon transformé. Fun fact, il y a des meufs qui étaient en études avec moi
Parce qu'en fait, j'ai repris ma dernière année d'études en revenant du Japon après. Il me restait encore un an que j'ai repris. Il y a des meufs qui étaient en études avec moi, pour qui j'étais le drôle alcoolique de service, mais qui me donnaient pas l'heure. Je suis revenu 6 mois après, un an après, Berlin plus Japon, avec tout autre mindset, tout autre physique. Bizarrement, j'étais un petit peu plus intéressant, tu vois. Et donc, c'est marrant, je suis pas surpris. Des meufs pour qui je n'avais aucun intérêt un an auparavant, bizarrement m'ont signifié leur intérêt en revenant, tu vois. Étonnamment. C'est bizarre. C'est bizarre, tu vois. Mais bizarre. Parce que, encore une fois, l'image que tu renvoies, en fait, l'image physique en est une, et il faut être conscient que le physique est une image, mais le mental que tu as, le mindset que tu as, est aussi une image que tu renvoies et que les gens perçoivent. C'est ça. Et donc, si tu t'aimes pas et que tu veux pas faire en sorte de t'aimer, et qu'en plus de ça, t'as un corps éclaté, mais comment tu peux intéresser les gens, tu vois. C'est ça. Puis j'imagine qu'en plus, durant cette période au Japon, t'as d'autant plus soigné ton apparence au-delà du physique sur ta façon de t'habiller, etc. Enfin, c'est aller dans la continuité. J'ai encore step up, c'est là où j'ai vraiment commencé à me démarquer un peu en termes de ça, parce qu'avant, j'aimais bien la sape, mais j'étais plutôt du genre à prendre des outfits casual et plutôt trouver des pièces stylées, rester en t-shirt jean, mais juste trouver un t-shirt cool, tu vois. Okay. Donc j'étais un peu plus que normal, mais je restais dans de l'outfit hyper classique. Là où le Japon, je me suis mis à tester des trucs, j'ai ramené des trucs du Japon, je m'amuse maintenant à croiser avec des trucs tradis japonais. Alors vous m'avez jamais vu avec ça parce que je suis tout le temps en habit de sport, mais j'ai des kimonos et des fois je sors taffé avec un kimono, quoi. Ça m'arrive. Parce qu'en fait, encore une fois, quand tu as confiance en toi, tu sais que tu peux tenter des trucs et te casser les gueules, c'est pas grave. Parce qu'en fait, quand tu comprends te casser la gueule fait partie du process et qu'il y a que ceux qui n'ont pas essayé, que ceux qui se ratent pas sont ceux qui n'ont jamais essayé. Donc, si t'essaies pas, c'est sûr, t'es tranquille, mais tu bougeras pas de là où t'es, tu vois. Donc en fait, tu tentes des trucs et puis tu te votes, c'est pas grave, tant pis. Un jour, j'ai fait kimono short, ça marche pas. Voilà, je le sais, tu vois. Un jour, je me suis mis en handstand. Ma première traction, j'ai essayé, j'étais trop confiant parce que j'avais un an et demi de ça à l'avant. J'étais là, genre, MDR, je vais faire la première traction, c'est de l'eau. MDR, je me suis pas soulevé. J'étais suspendu comme ça, les jambes pliées. Et en mode, je suis coincé, je ne ferai pas de traction. Mais c'est bien, il faut se prendre des coups derrière la nuque. Ouais, en fait. Ça fait du bien. Ça construit l'ego. Et en fait, l'ego a quelque chose de très négatif, mais en fait, l'ego, et qui est s'aimer soi, ça passe par des petites remises en question comme ça aussi. Ouais, c'est accepter de se prendre des murs régulièrement, plus ou moins violents, et de se dire, ok, comment je peux faire pour pas me le reprendre, celui-là? Ouais, c'est ça. Mais en fait, justement, tu crées ta capacité à t'adapter. Et à partir du moment où tu sais où tu t'adaptes, et qu'en plus, même en sortant de ta zone de confort, tu sais t'adapter, t'es invincible. Tranquille. C'est ça. T'es trop fort. Et du coup, comme tu dis, forcément, je suis pas surpris que ça ait eu cet impact-là, au final, sur tes relations sociales avec les meufs. Parce que forcément, tu reviens, tu prends plus soin de toi, dans ta façon de te comporter, dans ta façon de t'habiller, dans ton physique. Ouais. J'imagine que tu étais plus à l'aise aussi pour parler. Ah, carrément. Tu avais plus de choses à raconter, parce que ne serait-ce que quand tu as fait un an à l'étranger, tu as des choses à raconter qui peuvent être hyper pertinentes. J'avais lu des bouquins, je m'étais intéressé à des trucs, j'avais regardé un peu l'histoire du Japon. Enfin, c'est con, mais tu as des trucs à raconter en fait. Tu deviens intéressant. Versus quelqu'un qui bouge pas de chez lui ou qui se résume à regarder des séries ou à jouer, oui, forcément, sur un an de vie comme ça, t'as pas grand chose à raconter, à part si t'as envie de raconter à la meuf. Bon, là, faut que je t'explique, là, j'ai fait une nouvelle team sur Dofus. J'ai changé mon équipe, là, franchement, je farm le donjon en 5 minutes au lieu de 6. Oui, ça me fait une rentabilité. Et la meuf me dit, mais quel immense fils de pute, va-t'en, tu vois. Déjà, va prendre une douche. Et puis après, tu reviens me parler quand t'auras plus les cheveux gras, quoi. C'est ça. Ou quand t'auras plus de cheveux au choix. Ou plus de cheveux, tu vois. En l'occurrence, petit aparté, aparté capillaire. Est-ce que on est d'accord pour dire que quand on est dans notre situation, à savoir que ça se voit trop, qu'on a une calvitie avec des golfs là et potentiellement des gigatrous ici. Faut raser la tête, les gars. Il faut raser, on est d'accord. Vivez pas dans le déni. Ou alors allez en Turquie si jamais vous voulez. Mais en fait, tout le monde le voit. Même vous le savez. Voilà. C'est relou, c'est chiant. Mais justement, ne subissez pas cette situation-là. Soyez acteur. En fait, prenez conscience que ne pas faire un choix est un choix. C'est choisir de ne pas choisir. Donc ça veut dire choisir, se laisser bouffer par les autres. Et donc choisir de ne pas prendre en main sa calvitie, c'est choisir de la subir, cette calvitie. Et donc,
et t'auras vous n'avez pas 50 options, hein. Vous rasez, voilà, et puis c'est tout. Raser la tête, c'est très bien. Ça surprend les gens au début, et puis c'est bon, tu vois. Puis ça va vous surprendre, vous. Surtout si là, on est actuellement au mois de janvier, ça va vous surprendre quand vous allez sortir. Ouais, je sors jamais sur mon bonnet. Vous allez comprendre pourquoi, quand t'es chauve, t'as H24 un bonnet sur la tête. Mais non. Ouais, et tu vois, aujourd'hui, je suis passé de mec à vouloir être transparent à aujourd'hui, j'ai envie d'inspirer, en tout cas d'être une bonne influence pour les gens que je fréquente. Et assez paradoxalement, j'avais l'impression d'être pote avec tout le monde quand j'étais pas bien, parce que tout le monde venait me parler, parce que j'avais l'image de mec populaire. Je me suis rendu compte que j'étais pote avec personne, parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai changé, bizarrement, il y en a qui ont disparu, tu vois. Bizarrement. Et du coup, aujourd'hui, pour rebondir au point que tu disais au tout début, j'ai un cercle d'amis maintenant qui est très restreint, enfin beaucoup plus que ça l'était à l'époque. Et c'est surtout, pour le coup, c'est un reste du petit trauma que j'ai vécu avec l'histoire avec cette meuf. Autant avant, je laissais énormément les gens rentrer dans ma vie et la défoncer quand ils avaient envie de la défoncer. Maintenant, je suis très sélectif sur qui je fais rentrer. Et c'est pour ça que je renvoie cette image de mec un peu pas sociable au début, parce qu'en fait, il y a besoin que mentalement, la personne passe plusieurs étapes, moi, dans mes différentes strates de cercle de confiance, pour me dire, ok, je suis suffisamment confiance en cette personne pour la faire rentrer dans ma vie, tu vois. Typiquement, aujourd'hui, moi, je ne vais, sauf si j'y suis contraint, je vais pas dire bonjour à des gens que je connais pas. C'est en général les gens qui viennent me voir. Typiquement, tu vois, quand on s'entraîne au street, je débarque à un parc de street, s'il y a une personne qui est à côté du parc et qui arrive, je la connais pas, je vais pas lui dire bonjour. Par contre, si cette personne vient me dire bonjour, déjà, tu vois, il y a eu une main tendue, il y a déjà une première strate du cercle de confiance qui est rentrée en mode, ok, cette personne est venue, je l'ai déjà un peu, je vous la jauge, ok, elle a l'air validée, ok, maintenant, elle est suffisamment validée, entre guillemets, pour que j'aille lui dire bonjour. Et en fait, tu traverses les strates petit à petit jusqu'à rentrer dans mon cercle d'amis proches, dont tu fais partie, mon cher Amaury. Je sais pas quoi répondre à ça. C'est le moment où on pleure. Je sais pas quoi répondre. Ouais, non, voilà, c'est les déclats entre mecs, hein, tu vois, c'est toujours très viril, on assume moyen. De toute façon, Amaury, comme moi, on n'aime pas trop les déclats et les compliments. Mais... Ouais, non, ça fait trop bizarre. Voilà, mais bon. Ça fait trop bizarre. C'est pas une déclat, c'est pas un compliment, c'est un fait, voilà. C'est vrai. Ouais, j'aime bien, vu comme ça, ok, c'est un fait. Voilà. Okay. C'est de l'objectivité pure, j'aime bien. Donc voilà, ça fait à peu près 1h30 que je parle de ma vie, j'ai aucune idée du temps qui je sais pas, passe. attends. 1h20. Wow, ok. Putain. Ah, mais c'était sûr que ça allait être long. Il faut savoir qu'en plus, je déteste parler de moi à la base. Hein. Ah ouais, là, il y a quasiment que toi. Hein. C'est pour ça que je te coupe pas, hein. Je te laisse parler. Mais justement, tu veux pas parler un peu Si, justement, j'ai envie qu'on revienne sur quelques points et qu'on rebondisse dessus. Moi, je pense que le point le plus intéressant sur lequel j'ai envie de rebondir, c'est cette fameuse femme qui t'a fait te prendre le gigamur. Qui m'a brisé le cœur. Et parce que je trouve que c'est un point très intéressant. Pourquoi ? Déjà, de façon générale, on pourrait résumer à... J'aime bien cette formulation du Raptor quand il disait les épreuves, soit ça te construit, soit ça te détruit. Finalement, ça a été exactement ça. Moi, c'est que tu t'es pris un gigamur, ça t'a détruit pour me construire. Ça t'a détruit. Ouais. Mais derrière, c'est toi qui décides de... Ok, là, je suis en train de subir une épreuve qui fait que je suis très très mal dans ma vie. Je réagis en conséquence. Et t'as expliqué tout le parcours et très bien. Simplement, je pense que c'est intéressant de mettre l'accent sur le fait que, en tout cas pour les hommes, je pense que les épreuves les plus violentes qu'on peut avoir à affronter, c'est celles que nous font subir les femmes, des fois de façon plus ou moins... en général, elles ne nous font pas subir de façon volontaire. Il n'est pas arrivé en mode devant toi, tiens, encore heureux voici un gigatest de vie. Encore heureux que les femmes ne soient pas cruelles, tu vois, pas toutes. Mais néanmoins, qu'elles le veuillent ou non, in fine, c'est, je trouve, même dans mon parcours, je me retrouve aussi un peu là-dedans, même si c'était beaucoup moins... Enfin, c'était très différent, mais in fine... Souvent, les ruptures amoureuses, c'est quand même des moments qui construisent énormément l'homme que tu deviens par la suite. Parce que je pense que ça revient à ce qu'on disait au début aussi, où toute action d'un homme est drivée par sa volonté de plaire aux femmes. Et quand tu te prends un mur par une femme et qui est la finalité de ta vie, qui est de plaire à une femme, t'as l'impression de plaire à une femme et que cette femme te plaît, t'as l'impression de lui plaire, tu te prends une giga tarte dans la gueule par ça, en fait, c'est tout ton monde qui se brise et toutes les actions que t'avais mis en place avant, pour en arriver là, qui s'effondre comme un château de cartes, tu vois. Donc je pense que c'est pour ça que les ruptures amoureuses font si mal quand t'es un mec. En fait... Et tant de bien à la fois, en fait, finalement.
Ah mais oui, en fait, ce qu'il faut, surtout, par contre, ce qu'il faut, c'est faut pas s'apitoyer sur son sort. Ça n'a jamais aidé personne de s'apitoyer sur son sort. Et il faut mettre en place des actions. Ça fait mal, mais il faut mettre en place des actions. Moi, je suis très... aujourd'hui, c'est très à la mode, mais moi, je le suivais même avant ça. Je suis très stoïcisme dans l'âme, pardon, où tu es maître de ce qui te passe. Tu as toujours une marge de manœuvre sur ce qui te passe dans ta vie. Le fait qu'il y ait une rupture amoureuse, bah, tu le contrôles pas forcément. Des fois, la femme en question décide d'arrêter là. Pour ses raisons à elle, c'est un fait. Et tu es certainement pour quelque chose, puisqu'il s'est passé des trucs. Mais voilà, mais je veux dire, dans l'instant de la rupture, tu es pour rien. Par contre, comment tu vas vivre la rupture, là, c'est ton fait. Et c'est là où tu te dis, eh ben, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je subis ça ? Est-ce que je vais juste devenir une grosse merde à pleurer, bouffer et devenir un gros tas Ou alors, est-ce que je vais utiliser... Pardon, là, c'est parti. Ou alors, est-ce que j'utilise cette putain d'inertie qui me tire vers le bas à essayer d'une quelconque façon, essayer de la rediriger vers le haut ou dans une autre direction, tu vois. Mais au moins, ressortir la tête de l'eau. Je pense surtout qu'un homme a besoin d'avoir la tête sous l'eau pour réagir. Là, on pense que la psychologie des hommes et des femmes n'est pas du tout la même, et un mec malheureusement ne réagit qu'aux tartes dans la gueule. Je pense que ouais, souvent. Bah, disons que tant que tu vois pas une raison d'avancer, t'avanceras pas. Tu vois, ce serait comme dire à quelqu'un qui fume, bon, arrête de fumer parce que c'est pas bon pour ta santé. En fait, tant que tu vois pas tu peux pas, et pas capable de détecter à l'instant T la douleur qu'engendre l'action que tu fais. En fait, t'as aucune raison d'arrêter l'action parce que... Alors, il y en a qui arrivent à se projeter, et heureusement qu'on a une capacité de projection, mais pour beaucoup de choses, on est très dans l'immédiat, on se dit, oui, bah, enfin, là, je subis pas. L'être humain, il n'y arrive pas quand c'est trop lointain. Si c'est dans 10 ans ou dans 20 ans, bon, bah, en fait, je m'en fous. Ouais. Donc, alors que quand Surtout pour la cigarette, t'as toujours l'exemple de l'enculé qui a fumé toute sa vie, qui est arrivé jusqu'à 85 ans, qui n'est même pas mort d'un cancer du poumon. Ou à l'inverse, le mec qui n'a jamais fumé une clope de sa vie et qui développe un cancer de la langue ou du... Voilà. Et on dit, ouais, de toute façon, ça sert à rien, machin. Donc, non, impossible de se projeter là-dessus. Voilà, et je pense que c'est un peu le même... Non, je voulais juste dire que je pense que les femmes aussi réalisent pas avant d'avoir la tête sous l'eau. C'est juste la réaction qui est très différente. Ah oui, c'est parce que là vous le voyez pas, mais il y a Maître Pipo derrière qui écoute le podcast en même temps et qui fait une remarque judicieuse en disant c'est pareil pour les femmes, mais elles réagissent pas de la même façon. Bah disons qu'en fait je pense que c'est très vrai sur l'humain en général, c'est de se dire en fait tant que t'as pas de raison d'avancer, tu vas pas avancer. En fait, de façon générale, tant que t'as pas de raison. C'est comme, il y a beaucoup, on en entend beaucoup parler sur les évolutions technologiques, des fois aussi sur, comment ça s'appelle le truc là, le truc vert, l'écologie. Putain, le truc vert, je suis en piste de pute. Le truc vert, l'écologie. Ok. C'est des fois ils disent où est-ce qu'il va nous emmener parce que. T'en as des fois, souvent ils disent en parlant de l'écologie, oui, il faudrait mettre en place des technologies pour régler telle ou telle chose qui risque d'arriver. Et t'en as beaucoup qui répondent, c'est tant que les choses n'arriveront pas que il se passera rien. C'est qu'en fait, tu as besoin de te prendre les murs pour réagir. Ou en tout cas, être suffisamment proche des murs pour réagir. Et je pense que c'est valable surtout dans l'humain. Parce que ça marche, on marche comme ça, en fait. On est juste beaucoup mieux armé à réagir quand on se prend un mur, c'est tout. C'est comme parallèle perso sur le business. C'est une fois que je me suis retrouvé à ne plus avoir mon aide chômage que j'ai fait mes meilleurs gains. Alors, on pourrait se dire, bah oui, mais c'est tout ce que tu as construit pendant cette période chômage qui t'a permis de, in fine, avoir des gains. Ce qui est fondamentalement pas faux. Ce qui est pas faux. Néanmoins, c'est là où je me suis mis à être beaucoup plus rationnel et beaucoup plus pragmatique sur ma situation et à mettre en place des actions qui apportent beaucoup plus de résultats au moment où je me suis dit, bah oui, mais en fait, après, j'ai plus rien pour bouffer, de toute façon. Et je pense que c'est un peu toujours ce dilemme de se dire, quand tu fais quelque chose, est-ce que tu le fais en te disant, bon, j'ai un backup si ça se passe mal, qui à la fois peut être un vrai point positif dans certaines situations, à dire bon, si je mets pas toutes mes billes, je peux tenter quelque chose de façon rationnelle et me dire bon, je suis pas à la rue si je me rate, mais en même temps t'en as d'autres, c'est bien le fait de se dire si je me rate que je suis dans la merde qui fait que je me raterai pas. Ah mais tout à fait, mais je pense que en fait c'est une espèce de confort psychologique qui fait que tant que t'as pas appris à sauter, tant que tu te mets pas à sauter sans filet, tu t'appliqueras jamais à sauter parfaitement puisque tu sais que au pire
il y a un filet, quoi. C'est exactement ça. Et ça, en effet, faut se mettre dans des situations risquées. Et ça commence par l'inconfort. Et typiquement, ça commence par le sport. Commencez à faire du sport, faites des trucs. Ça vous met dans une situation de merde. Et quand vous voyez qu'en fait, vous construisez là-dessus, peut-être que vous allez vous dire, ok, je peux peut-être aller un tout petit peu plus loin. Et du coup, si ça se résume pas au sport, ça peut aller plus loin dans la vie perso, dans les relations, dans le business, dans le travail, dans plein de choses. Mais en effet, à un moment, il faut arrêter de vivre 100% dans le confort. Il faut enlever un peu ce filet de protection qu'on a. Parce que ce confort a un peu tendance à nous bouffer aujourd'hui. Et on y gagnerait à ce que les gens le soient un peu moins. En tout cas, pas de la même façon, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas vivre full inconfort. Ta vie, c'est une torture au quotidien. Faut pas redevenir à l'âge de pierre. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Attention. Hein. Mais il faut apprendre à... en fait, vu que l'environnement dans lequel on vit ne va pas de lui-même nous fournir de l'inconfort pour qu'on évolue, il faut qu'on aille consciemment le chercher. Et c'est ça la difficulté. C'est qu'avant, on avait de l'inconfort lié à tout un tas d'aspects que tu étais obligé de surmonter parce que de toute façon, ça allait arriver. Maintenant, tu n'as plus cet inconfort qui vient à toi. Par contre, tu vas voir les conséquences d'une vie que de confort qui viennent à toi. Ouais, tout à fait. Et tu dois être capable de te dire, ok, c'est parce que j'ai pas mis suffisamment d'inconfort intelligent. Hein, il ne s'agit pas de se dire... moi je vais me balader en t-shirt toute l'année et subir le froid et du coup je vais devenir un mec génial parce que j'apprends à subir le froid. Donc, vous lâchez votre appart pour X ou Y raison, j'en sais rien. Voilà. On n'est pas non plus en train de parler de faire des dingueries. Voilà, juste faire des choses intelligentes et rationnelles, mais se dire c'est parce que je ne mets pas assez d'inconfort sur des sujets qui peuvent me faire progresser que je n'ai actuellement pas la vie que j'aimerais avoir. Tout à fait. Et je pense que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ils ont tellement la main pour transformer leur vie que limite ça leur paraît surréaliste de se dire actuellement, pour reprendre la situation financière, parce qu'on en parle beaucoup dans les vidéos et dans ce qu'on montre de notre quotidien d'un point de vue de nos auto-entreprises, toi, même en parallèle avec ton activité photo. On se rend vite compte qu'en bossant intelligemment et en apprenant à penser et à voir le monde d'une façon différente que celle qu'on nous a inculquée depuis le début, on peut faire en fait beaucoup de thunes. Ouais, et puis en fait, tu peux faire beaucoup de choses sur plein de trucs. S'il faut, faut s'exposer un peu. Et moi, je peux vous assurer que je pensais être heureux avant. La finalité, c'est que je l'étais pas. La vie que j'ai aujourd'hui ressemble pas du tout à la vie idéale que je m'étais construit à l'époque de ma vie idéale. Pour autant, je peux vous assurer que elle est certes beaucoup moins, elle est paradoxalement beaucoup moins dans le confort que ce qu'elle était avant, mais pourtant joie de vivre tous les jours, tu vois. Parce que en fait, tu t'es alimenté par le progrès. Pour moi, l'objectif d'un homme, c'est les femmes, mais voilà, c'est surtout de trouver un sens à tout ce que tu fais. Et à partir du moment où tu as trouvé un sens dans tout ce que tu fais, il n'y a aucune raison d'être malheureux, tu vois. Et moi, je sais que, typiquement, la vie que je menais avant, c'est parce que j'avais pas de sens. Je savais pas quoi foutre. Je savais pas quoi faire. Donc, je me cassais la tête en me disant, quitte à rien faire, autant rien faire en soirée, quoi. Mais trouvez des trucs à faire. Et mettez-vous dans les situations d'inconfort. Apprenez l'inconfort. Apprenez à vous discipliner face à l'inconfort. Et en fait, c'est là que tu as des bêtes de progrès. Alors, par contre, je voulais juste revenir sur un point. On dit à chaque fois, oui, c'est les femmes. Parce qu'il y en a forcément certains qui sont un peu cons, mais qui vont comprendre ça. Je dis ça en rigolant. Mais qui vont comprendre ça du genre, ah ouais, en gros, le mec, le but de sa vie, c'est baiser plein de meufs. Le mec pense qu'à niquer, quoi. Non, moi je dis ça, c'était ironique. Hein. Disons que c'est pas ironique dans le sens où, oui, les femmes, c'est un objectif, mais c'est pas au sens de les femmes, oui, il faut que je baisse tout le monde. Non, mais tout à fait. Non, c'est un objectif. De toute façon, à mon avis, personne de sensé s'imagine avoir une vie triste et seule, quoi. Ouais, voilà. Donc à partir du moment où la vie idéale, dans l'idée générale, c'est pas une vie triste et seule, vous pouvez un petit peu vous douter que il faut qu'il y ait quelqu'un dans votre vie, quoi. Voilà, c'est dans ce sens-là. C'est que ça amène à la construction d'une suite à notre existence, parce que on peut aussi le voir comme ça. Alors même si c'est très à la mode de dire qu'il faut plus faire d'enfants, la planète n'habite aussi ce que tu veux, quoi. Tu parles du sens de la vie là. Mais disons que d'un point de vue purement biologique, le but d'une espèce, c'est quand même de perdurer dans le temps. Tout à fait. Donc, à un moment donné, faut bien qu'il y ait un mec et une meuf
qui on a compris, c'est qui bon. crée une famille, quoi. Ouais, ok. Donc, et à un moment donné, c'est logique qu'en tant qu'homme, le but de ta vie, à un moment donné, ce soit de plaire aux femmes, en général. Oui. Pour choisir, après, tu procèdes comme tu veux, quoi. En tout cas, celle qui te paraît être la bonne pour assurer ta descendance. Tout à fait. Et donc, transmettre quelque part ton héritage. C'est un peu la vie éternelle, quelque part, de transmettre à ta descendance. Tu existes à travers... tu existes de façon éternelle. À travers ce que tu transmets, que ce soit purement chromosomiquement ou au niveau des comportements, des valeurs, de ce que tu lègues au moment où tu pars, quoi. Quand on raisonne même sur la famille ou même les lignées, parce qu'avant on parlait beaucoup de lignées, maintenant c'est vrai que déjà raisonner jusqu'au microcosme de la famille, on veut le détruire donc on n'y arrive plus, mais quand tu dis ça vient je viens de telle lignée, je viens de telle famille, je suis parce qu'avant ça se disait je porte le patrimoine de plusieurs centaines d'années et en fait, quelque part, se dire que les actions que tu es en train d'accomplir aujourd'hui vont permettre à tes enfants, puis à leurs petits-enfants, etc. Il y a toute cette descendance de se dire, je transmets un héritage spirituel, économique, et tout ce que tu veux aux autres. Et par extension, même après, qui peut avoir un impact sur le monde en soi. Et peut-être faire quelque part partie de ces grands hommes qui ont eu un impact sur le monde. Je trouve ça beau, et de se dire, j'apporte à ma civilisation. Quelque part, je suis une personne qui a aidé ma civilisation humaine à se construire. Si tu raisonnes beaucoup plus micro, d'avoir une influence positive pour le cercle familial proche et le cercle amical proche, ça peut déjà avoir des répercussions tellement fortes dans l'effet boule de neige que ça va créer que rien que créer quelque chose de vertueux dans son cosme à soi, c'est déjà un truc de ouf. C'est ça. Et aujourd'hui, en tout cas, moi, c'est la volonté, c'est de me dire, quitte à être quelqu'un, autant être quelqu'un qui est intéressant, qui inspirera quelqu'un, tu vois. Et ça passe par se construire soi. Se construire soi, et ensuite, une fois que tu t'es construit toi, mettre des actions en place pour construire l'environnement dans lequel le toi que tu as construit veut évoluer. Disons que c'est comme là avec le Bastion. Imagine à terme, on arrive à construire un environnement, on peut avoir tous nos proches avec lesquels on bosse, puis te dire ensuite toutes les finances que ça dégage, parce que c'est le but du jeu, ça te permet de mettre bien tous tes proches, toute ta famille. Ouais, tout à fait. Te dire, je trouve ça stylé de se dire, je travaille pas pour moi, je travaille pour faire en sorte que toutes les personnes auxquelles je tiens, je puisse leur offrir une situation de vie plus confortable et quelque part avoir un retour d'appareil. Ah, tout à fait. On en revient au sens dont on parlait tout à l'heure, c'est que ça, aujourd'hui, en tout cas, ça représente un sens dans nos actions, quoi. Mm-hmm. Donc, let's go, faisons-le. Se dire peut-être qu'à terme, on te créera, comme dit souvent Maître Pipo, le village dans lequel on vit en autarcie avec tous les gens qu'on aime bien. Bastion Village. C'est un peu ça, on est à Bastion City. La Bastion City, et niquez vorace les autres, nous on a notre monde et on n'a pas besoin de vous, on est très bien. Carrément. Et c'est stylé, quoi. Ça de se dire cool. Le projet en tout cas est... ça peut être marrant, tu vois. Faut garder ça en tête, faut voir à quel point ça nous drive. Donc voilà. Je sais pas si t'as envie de rajouter des choses sur tout ce qu'on vient de raconter. Moi, j'ai suffisamment parlé de moi pour aujourd'hui. Je pense que vous n'y aurez pas droit. Je vous parlerai jamais autant de moi que ce que je viens de faire là aujourd'hui. Là, on en a beaucoup de choses. Puis je trouve le parcours hyper inspirant parce que finalement, c'est un parcours dans lequel probablement beaucoup de personnes peuvent se reconnaître. Hein. Je suis persuadé que je suis pas le seul. Et si un mec qui était un caca comme moi et un flemmard comme moi a réussi à faire tout ça, c'est obligé à 2000% que vous êtes capable de le faire. Donc, faut juste mettre les choses en place et vous donner les moyens d'eux. Et il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Parce que ça fonctionnait pour moi. Et surtout, accepter que... prendre conscience que c'est pas forcément si long. Non, je pense qu'il y en a beaucoup qui se disent, oui, mais ce sera dans si longtemps. Sauf qu'en fait, c'est quelques actions qui, en quelques mois, tu peux apporter beaucoup de changements. Moi, ne serait-ce que d'un point de vue physique... au Japon, en 6 mois de sport, 4 fois par semaine au Japon, j'ai pris 8 kilos. Poids de corps. Voilà, c'est insane, tu vois. Juste sur ça. Je te parle pas de tous les autres aspects qui se sont améliorés en plus, tu vois. Mais si tu regardes que le physique, 8 kilos en 6 mois. C'est énorme. Et puis en 6 mois, au final, t'as switché de pays, développé physiquement. Créer une passion qui est devenue un business ensuite. Créer un mindset, une mentalité, une spiritualité qui m'accompagne depuis.
virer les gens qui servaient à rien dans ma vie et qui même avaient tendance à me tirer vers le bas. Enfin, il y a eu un énorme shift sur 6 mois, quoi. Et 6 mois, c'est rien dans 6 une vie. mois, c'est rien du tout. Il y en Non. a, tu les revois 6 mois après, soit ils sont toujours devant le PC. Moi, j'ai eu des années comme ça où tu pouvais me voir, 6 mois après, je pouvais te dire tout ce que j'avais fait sur Ouais, Dofus, hein, et mais en fait, avec du recul, tu te mais dis dans que ma vie, rien du tout. la stagnation, je pense, c'est la pire des choses. Et ça, tu le retrouves dans le boulot, ceux où 6 mois après, ils ont toujours le même job, il s'est rien passé de plus dans leur vie, à part, Ouais. La vie, Ouais, ça va, la quoi, vie suit son cours, quoi. quand t'as rien à raconter en 6 mois de vie, c'est qu'il y a un problème, C'est quoi. dommage, ouais. Parce qu'il peut s'en passer Il beaucoup. peut se passer énormément de choses et faites en sorte qu'il se passe des choses en 6 mois. Moi, c'est le message que j'aurais envie de transmettre. C'est ça, si 6 mois après, tu prends une image de ta vie et tu la compares, et il n'y a pas grand-chose qui a bougé, c'est qu'il y a un problème, quoi. Oui, clairement. C'est que vous n'êtes pas allé dans la bonne direction. Après, c'est pas une fatalité, mais Mais il faut accepter qu'il va falloir mettre en place des nouvelles actions et changer, quoi. faut travailler plus. Ou en tout cas plus intelligemment, quoi. C'est ça. Non, moi je pense que c'est un bon mot de la fin. Je pense Ouais. qu'on a fait le tour. C'était très cool de t'avoir. Ça fait un Bah moment ouais, qu'on se merci, disait qu'on pourrait merci faire de ça. m'avoir invité. Merci pour ta confiance. J'espère que j'ai pas été trop chiant. Et s'il y a une personne dans l'eau qui se reconnaît et qui met quelque chose en place, moi c'est le plus grand la plus grande des choses que je puisse faire. Donc je vous demande pas à ce que vous me remerciez, ça je m'en fous. Mais faites des choses et moi je serais trop content de savoir que je vous ai motivé à faire ça. Voilà. Trop cool. Et non, j'espère que tout ça vous aura aidé. Et Maître Pipo a une question. Le podcast du Passion, c'est avec toi et il n'y a pas de dégâts. Ah attends, c'est pas parce que là ils pourront pas suivre. Maître Pipo a décidé de flinguer le podcast. Ok. Tu cutteras au pire pour l'intro, l'outro. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, pour nous remercier, 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. Ceux qui ont envie de changer, encore une fois, je me répète, mais dans le premier lien de la description, on est actuellement actuellement on n'est pas le 28 janvier, mais vous regardez ce podcast peut-être au 28 janvier. Vous avez jusqu'au 4 février pour oser vous lancer dans l'aventure Renaissance avec moi. Faites-le. Pour évoluer physiquement. Et pas que, parce qu'encore une fois, on l'a vu, le sport, c'est une belle porte d'entrée. Mais autant utiliser cette inertie pour avoir plein d'autres impacts positifs sur votre vie, votre lifestyle, vos habitudes, votre mindset. Moi, je suis là pour vous aider à faire ça. Faire en 4 mois ce que nous, on a fait d'une certaine façon en 5 ou 6 ans. Ah bah ouais, et sachez que c'est le meilleur investissement que vous pourrez faire. Le meilleur investissement, et c'est l'investissement qui nous fait progresser, encore une fois. Et je pense que si vous sommez un petit peu toutes les choses de merde dans lesquelles vous passez du temps ou de l'argent, ou les deux, vous vous rendrez compte que vous perdez un paquet de ressources que vous auriez pu mettre à quelque chose d'un peu plus grand. Et qui est Renaissance, pour ne citer que ça, par exemple. Ah moi, j'aurais été prêt à tout donner avec du recul. J'en avais parlé, on conclura avec ça. Moi, je me rappelle à l'époque où je me sentais pas encore très bien. Il y a Eric Flack qui commence à faire des vidéos Helio et tout. Ouais. Moi, je me disais vraiment, putain, mais si un jour je peux me rapprocher un peu de la vie de ces mecs-là, et si un jour ils font un truc pour aider à tendre vers la vie qu'ils ont, j'aurais été prêt à donner beaucoup pour m'en rapprocher. Moi, pareil. Toute la période, c'est au Japon que j'ai commencé à faire du street, enfin du poids du corps, et je me butais aux vidéos de Chris Heria, Eric Flag et Helio, et pareil, comme toi, en fait, je voyais la vie stylée qu'ils avaient, les bêtes de physique qu'ils avaient, les bêtes de perf, et la vie stylée qu'ils avaient envie de voir, et je disais, mais en fait, moi j'aimerais trop être comme eux, en fait. C'est ça. Ça a l'air cool. Et à sa façon, parce qu'il ne s'agit pas d'être comme un tel, mais à sa façon, construire sa vie et la faire changer en quelques mois, ça se fait. Mais Tout encore à faut-il fait. être prêt à switcher de cadre de vie. Mais ça, chacun voit midi à sa porte sur la question. Ouais, ça dépend de vous, mais en vrai, c'est un bête d'investissement. Donc voilà. Donc encore merci pour votre temps. Je pense oui, si en fait j'en suis même sûr là avec tout ce qu'on a dit en quasiment 2 heures. C'est pas Je mal. t'avais dit de me canaliser. C'est pas mal. Non, c'était très cool. Merci pour votre temps. J'ai pas grand chose de plus à dire à part si vous avez besoin, mettez-vous un gros j'arrive plus. Mettez-vous un coup de pied au cul. Il a foiré sa phrase de trop, c'est terrible. On la gardera telle quelle. C'est le principe du podcast, il n'y a pas de cut. Non, franchement, merci à vous pour votre temps. On se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode, comme d'habitude, dimanche 14h. C'était Kratos et Amaury. Non, on est à la toute fin. On doit dire, c'est quoi mon surnom de maître Ah, ok. On cut là-dessus. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, le surnom d'Amaury de maître aujourd'hui n'est rien d'autre que
Roulement de tambour. Maître Poussette. C'est vrai. Voilà. Pourquoi ? Et tu vas cutter le podcast juste à la fin de ma phrase. Il aime les meufs de 18 ans. Bah, Voilà. faut que je cut ça. Ça- T'as déjà fait 18 ans? C'est une catastrophe. Non. J'ai Ouais. pas fait. 19. Spoil, j'ai jamais fait 18 ans parce que à cet âge-là, j'ai jamais eu de meuf en fait. Oui, non, mais maintenant, Amaury est attiré par les femmes de type jeune. Tu sais que tout ça, c'est dans le podcast. Hein. Oui, mais c'est pour ça. De type plus jeune que moi. Oui, mais bon, bref. On abordera. On abordera cette thématique plus tard Cette thématique plus tard, ce n'est pas le moment. dans hein. le podcast de la semaine prochaine, les cougars ou la sortie du berceau. C'est un bête de sujet. C'est un sujet, ça me termine, mais c'est vachement drôle. Ouais, non, je ne traiterai pas de cette thématique. En tout cas, je te laisserai Ouais. traiter ça seul. Comme ça, j'aurai bien tous les problèmes. Non, bref. Tout ça pour vous dire, c'était Kratos et Amaury. Portez-vous bien. À la prochaine. Tabaye. Bisous. Oh, la fin de podcast. C'est une catastrophe. roulement.